Selon Serge Tisseron, spécialiste en cyberpsychologie, le XXe siècle a été celui de la psychologie des interrelations de l'homme avec lui-même et ses semblables. Par contre, le XXIe siècle sera celui de la psychologie de l'homme en interrelation avec l'ensemble du monde, connecté ou non. La diffusion des jeux vidéo, des téléphones, d'Internet, des ordinateurs et des réseaux sociaux dans la société se double de sentiments aussi forts qu'opposés. D'une part, une sorte de sentiment de panique lié au risque que nos écrans nous rendent dépendants, voire violents, et d'autre part, un sentiment d'enthousiasme et de curiosité lié aux merveilleuses vertus des écrans lorsqu'ils sont utilisés pour muscler le cerveau ou apprendre sans s'en rendre compte ou en s'amusant. C'est le cas des jeux vidéo, et notamment du terme qui est désormais associé comme discipline olympique, l'e-sport. Mais ici, une première question s'impose. Est-ce que les jeux vidéo ont le pouvoir de nous transformer au point de nous rendre dépendants, plus violents, moins sociables, moins actifs, plus stupides ou au contraire plus intelligents? Pour le moment, et malgré l'émergence d'un débat scientifique, il n'existe pas de position consensuelle quant à la nature du trouble qui serait liée à l'usage des nouvelles technologies comme les jeux vidéo. La communauté scientifique demeure même très divisée sur l'opportunité de dépendance au sens strict et de considérer les abus liés à l'usage des jeux vidéo comme des pathologies. Mais alors, lire un livre et jouer à un jeu vidéo ont-ils en commun certaines fonctions mentales, comme celle par exemple de se frotter à la fiction et de s'appliquer à imaginer un monde virtuel? Selon Elva Pasquinelli, dans son ouvrage « Comment les écrans nous transforment et nous révèlent à nous-mêmes », elle cite « Le jeu vidéo est généralement perçu comme un média indigne, car on réagit plus viscéralement que rationnellement face aux écrans, parce qu'ils ne nous sont pas familiers, donc perçus comme une menace potentielle. Alors, à ce stade, nous pouvons nous poser plusieurs questions pour entamer notre débat d'aujourd'hui. L'e-sport est-il un vrai sport? Car le sujet semble divisé. Y a-t-il quelque chose qui rend les jeux vidéo, et notamment l'e-sport, spécial? Pourrions-nous ainsi courir le risque de devenir cyberdépendants? Ou bien l'e-sport serait-il intéressant pour entraîner le cerveau, l'esprit d'équipe et de compétition, le respect ou encore le dépassement de soi? C'est ce que nous allons tenter de débattre avec nos nombreux invités aujourd'hui dans notre émission Sport Live, consacrée 100% à la pratique de l'e-sport, émission préparée en collaboration avec le service de l'Université numérique de La Réunion, le service de la DAMAN, Nawar Productions et Arthur Lacroix, préparateur mental. Bonjour et bienvenue donc dans cette émission numéro 2 de Sport Live, et on est très content pour cette deuxième émission. Vous proposez une thématique justement très intéressante et sur laquelle il y a débat en ce moment, l'e-sport. Alors pour finalement m'accompagner dans ce débat, nous avons des invités aujourd'hui de prestige et des invités vraiment spécialistes. Alors on accueille sur ce plateau Arthur Lacroix. Bonjour Arthur. Bonjour Eric. Alors, vous êtes préparateur mental en e-sport, spécialiste en neurosciences, dans une entreprise qui s'appelle Glo. Vous allez m'accompagner durant toute l'émission, hein, c'est ça, c'est bien ça. Vous serez également l'expert au fil de cette émission. Oui, avec plaisir. Ça fait depuis mes 3 ans que je joue aux jeux vidéo, finalement. Et je suis passé un petit peu de l'autre côté du spectre, maintenant, du côté de la préparation mentale au niveau des joueurs, pour les préparer à la scène peut-être professionnelle et de toute façon se faire plaisir. En notre compagnie, nous avons aussi Alban Delagrange. Bonjour Alban. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alors vous êtes, vous, organisateur et diffuseur d'événements, hein, c'est bien ça, de compétition e-sport à La Réunion, c'est cela? Oui, tout à fait, dans le cadre associatif, et mon travail plus largement comprend l'organisation de compétitions, mais aussi la présentation et le commentary de ces mêmes compétitions. Et j'ai également travaillé avec des équipes à l'international pour les encadrer au niveau du coaching, au niveau du management, de façon un peu plus large. Merci. Et puis aussi pour nous accompagner sur ce premier débat, cette première séquence, nous accueillons Sadia Athènes. Bonjour Sadia. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alors vous êtes représentante de l'équipe Bijoux en e-sport, c'est bien ça? Exactement, donc joueuse sur Tekken et représentante de Bijoux à La Réunion. Le but de développer l'e-sport à La Réunion et la structure. Alors merci, en tout cas on a aussi
un invité en visio et un invité de prestige, puisqu'il s'agit ici de Nicolas Beson, qui est sport scientist. Hein, c'est bien ça, Nicolas. Sport scientist et dans les sciences sociales, mais aussi dans l'e-sport. Bonjour Nicolas. En sciences du sport et plus particulièrement en sciences sociales appliquées au sport. Et puis depuis maintenant une dizaine d'années, l'e-sport est mon objet de recherche. Et donc je m'intéresse beaucoup à cette question de la dimension sportive de l'e-sport, mais de manière générale plus à la question de la soutenabilité de cette pratique. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, nous, en préparant l'émission, il y a énormément de thématiques qui ressurgissaient. On va vous présenter d'ailleurs une petite séquence, un Street Science. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Street Science. Aujourd'hui, nous allons parler de sport, oui, mais pas de n'importe quelle activité. Il s'agit du e-sport. Qu'en savez-vous? En avez-vous déjà entendu parler? Vos réponses, c'est maintenant. Est-ce que vous connaissez le e-sport? Oui, c'est compétition en ligne, je crois. Je connais pas vraiment. Franchement, je connaissais pas. E-sport? Pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Connaissez-vous le e-sport? Oui, de nom. Le e-sport, ouais, un petit peu par PES. Qu'en pensez-vous? C'est une autre façon de faire du sport. Ça rend paresseux. Comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Le problème, c'est que l'homme est souvent dans l'excès. Au niveau concentration, au niveau réflexe, au niveau rapidité de jeu et tout, c'est une autre façon de se concentrer, comme les échecs. C'est une pratique que je suis depuis très longtemps. J'adore ça, c'est super divertissant. Et puis, ouais, c'est une discipline quasi sportive. Hein. J'aime vraiment ça. Est-ce que ça serait pas mieux de prendre un petit peu ses baskets et de faire un petit peu du e-sport? Enfin, partager les deux, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est un sport? Pour moi, le sport, c'est le sport, hein, c'est physique. Pas forcément, parce que c'est plutôt le jeu, mais après, c'est quand même une compétition. On va dire qu'il y a une compétitivité entre joueurs et qui fait que nous peut dire ça que c'est un sport. Est-ce que vous pensez que c'est un sport? Ça pourrait l'être, oui, vu que je connaissais pas, donc je peux pas trop témoigner, mais ça pourrait. Mais non, c'est pas un sport. On fait transpirer peut-être les méninges, mais tout le reste. C'est plus pour s'amuser, parce qu'il n'y a pas vraiment d'activité physique qu'on fait. Donc, Alors justement, quelles qualités faut-il développer pour faire du e-sport? Les qualités, je dirais que ça se développe. Même si on est une personne qui ne connaît pas vraiment le jeu, on peut apprendre à y jouer. Je sais pas, la souplesse des mains. Franchement, je ne sais pas, ouais, la souplesse des mains. Faut calmer son esprit et être concentré et surtout être patient et être endurant parce qu'il y a des jeux qui peuvent durer des heures et il faut tenir sur la durée. Si on doit rester devant un écran toute la journée, appuyer sur des manettes, je ne sais pas si c'est des défauts ou des qualités qu'on va développer. C'est la fin de ce Street Science. Nous vous proposons désormais de retrouver Éric Lacroix et son fils Arthur pour vous apprendre toutes les ficelles de l'e-sport. Eh bien, merci Amandine Rivière pour ce joli petit Street Science. Alors, votre réaction, Arthur, par rapport à ce qui a été dit? Alors, j'aime beaucoup entendre ce que disent les gens parce que, comme d'habitude, les avis divergent. Et on voit que la méconnaissance du milieu fait qu'il y a beaucoup, malheureusement, d'avis péjoratifs sur la question. En général, c'est parce qu'on associe les jeux vidéo avec le terme du jeu, le loisir, etc. Mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est tout ce qu'il faut produire pour s'améliorer. Donc, il y a beaucoup d'optimisation. Ça passe souvent par ce qu'on appelle les gains marginaux. On va avoir des prises de sommeil, l'alimentation, etc. pour conserver la santé de son corps et garder une certaine hygiène de vie, faire du sport à côté. Donc c'est ça qu'en général les gens ne voient pas, c'est tout ce qui se passe derrière et qu'il peut aussi y avoir des gens qui s'occupent des personnes qui font du jeu vidéo, et notamment, principalement dans le côté professionnel. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des perceptions, des représentations un peu faussées, mais on évolue, Alban, hein, dans le domaine maintenant. On commence à avoir des connaissances un petit peu plus par rapport à l'e-sport? Oui, complètement. Et c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus. Les gens en entendent parler. Il y a plein d'initiatives qui se mettent en place qui font que ça devient de plus en plus normal pour les gens. Mais c'est amusant toujours, en effet, d'entendre les réactions qu'on peut avoir, des réactions que les gens n'auraient pas forcément sur des sports et des disciplines telles que, par exemple, les fléchettes, la pétanque ou encore les échecs, que j'ai entendu citer ici, qui ne sont pas non plus les disciplines les plus physiques en soi, alors que quand on parle de jeux vidéo et qu'il y a du numérique et qu'il y a une manette, tout de suite, on ne voit pas forcément l'aspect performance qui est pourtant bien présent, surtout quand il s'agit d'e-sport. Sadia, la pratique féminine aussi,
elle est représentative ou c'est encore vraiment des chiffres assez bas? Parce qu'on entendait effectivement, mais on a l'impression quand même qu'il y a une pratique très très masculine. On ne peut pas nier, effectivement, on reste encore à ce niveau-là. Il faut savoir qu'actuellement en France, il y a à peu près 6% de femmes qui sont dans le milieu de l'e-sport. Mais on garde le côté positif, c'est que ça change, c'est qu'on peut voir dans cette interview, c'est qu'on l'aurait fait peut-être il y a 2 ou 5 ans, les avis n'auraient pas du tout été les mêmes. Et je suis quand même contente de voir ces avis-là de générations différentes, donc qui montrent que finalement l'e-sport évolue et progressivement les filles et les femmes entreront davantage. Merci. On va aller aussi poser la question à notre invité, à Nicolas en visio. On rappelle, vous êtes sport scientist dans ce domaine, dans l'e-sport notamment, et dans les sciences sociales évidemment, à Paris-Cité, c'est bien ça? C'est Paris-Cité, ouais, tout à fait. Non, mais ce que je trouve intéressant dans cette question et la manière dont les gens y répondent, c'est que c'est bien plus révélateur d'une conception qui est très réductrice de ce qu'est le sport que d'autres choses. En fait, c'est surtout ça que ça montre, c'est qu'on associe forcément l'idée de sport à l'idée de dépense énergétique. Et comme le disait Alban juste avant, c'est que c'est omettre de fait que dans les pratiques sportives et les activités physiques, il y a une multitude d'autres disciplines qui nécessitent pas forcément de suer ou qui sollicitent pas forcément une forte dépense énergétique. Donc ce débat-là, moi, je trouve à la fois un peu stérile, mais surtout intéressant pour montrer. En fait, je trouve qu'il dit plus du sport que de l'e-sport, quoi. En fait, c'est surtout ça qui est rigolo. Oui, c'est important, mais je crois qu'aussi il y a tout un pan de la population qui n'a pas forcément la connaissance de ce milieu-là, puisque on est passé d'une niche finalement à quelque chose de plus. Alors que beaucoup de personnes jouent finalement, mais une représentation ou des perceptions finalement de la pratique, on ne va pas dire erronée, mais tout à fait limitée, c'est ça? C'est lié à une méconnaissance, hein. C'est ce qui a été évoqué, c'est-à-dire ça évolue. La notoriété de l'e-sport, ça veut dire le taux de pénétration de la connaissance de l'e-sport au sein de la population française, elle est à peu près estimée entre 45 et 50%. Ça évolue tout doucement. On a une enquête chaque année qui nous permet d'évaluer un petit peu ça. Donc voilà, il y a aujourd'hui à peu près la moitié de la population française qui a déjà entendu parler d'e-sport, ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui fait qu'il y a encore toute une autre moitié qui méconnaît cette discipline et qui fait beaucoup de confusion. On a du mal, en tout cas, les gens qui ne connaissent pas cette activité ont tendance à la confondre avec les jeux vidéo qui sont qui miment des activités sportives réelles existantes, donc comme les jeux de sport, comme les jeux de football, les jeux de basket, les jeux de golf et ainsi de suite. Là, ça réduit finalement cette discipline à un seul genre de jeu qui est le genre des simulations sportives, alors même que c'est un genre de jeu assez minoritaire dans l'e-sport. Ou alors la deuxième confusion la plus commune, c'est de penser que ce sont toutes les activités sportives qui vont s'appuyer sur des outils numériques ou des outils vidéoludiques dans des objectifs de performance, de santé ou d'éducation. Donc, ce qu'on appelle dans la littérature scientifique des exergames, la contraction de exercise et games, donc des jeux vidéo dans lesquels on fait de l'exercice. Pour le dire le plus simplement du monde, c'est toutes les consoles à détection mouvement. Et ça aussi, c'est une confusion assez récurrente. L'un des chefs de file de ces exergames, c'est Just Dance, qui est un jeu de danse qui se pratique effectivement en compétition, mais qui reste très marginal. Donc oui, il y a une méconnaissance de ce qu'est l'e-sport, mais il y a même une méconnaissance de ce qu'est le sport de manière générale. Donc c'est en ça que je disais que cette comparaison elle est un peu stérile, parce qu'elle est surtout révélatrice du fait que on ne sait pas ce qu'est le sport et on ne sait pas ce qu'est l'e-sport, plutôt que de se focaliser plutôt sur ce qu'on pourrait faire avec les deux disciplines, quoi. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que c'est un débat encore intéressant, mais on assiste quand même aussi à un certain engouement, puisqu'on en parlera tout à l'heure dans le débat. C'est devenu quand même une discipline olympique. Mais est-ce qu'on s'y perd pas un peu aussi, Arthur, dans tous ces jeux? Parce qu'en fait, on voit à l'écran derrière vous, d'ailleurs, il y a pas mal de jeux qui défilent depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on s'y perd pas un petit peu dans tous ces jeux? Je dirais qu'au contraire, en dehors de s'y perdre, ce qui fait la beauté du jeu vidéo, c'est sa diversité. Avec des centaines, voire des milliers de jeux qui sortent chaque année, ça permet la création de petites communautés en général, où ça alimente les communautés déjà existantes des plus gros jeux. Et de ce fait, le fait qu'il y ait beaucoup de jeux différents, ça va créer, on va dire, une base pour que chacun puisse trouver ce qu'il a envie de regarder ou de voir, ou même de jouer finalement, de rejoindre les gamers déjà existants sur chaque jeu.
La diversité amène aussi justement différents points de vue et la possibilité, puisqu'on est des êtres uniques, hein, on le rappelle. Alban, vous, les jeux, hein, vous les connaissez bien. C'est quoi qui marche le mieux, on va dire, au niveau national, international, voire ici à La Réunion, on y reviendra, mais au niveau national, international, il y a quand même des jeux qui sont plus en avant. On verra aussi peut-être certainement avec Nicolas. Oui, il y a des jeux qui sont plus installés que d'autres. Après, comme vous le disiez, on est unique et chacun sa sensibilité. C'est aussi la grande force, comme le disait Arthur, du jeu vidéo, c'est d'aller vraiment toucher tout type de sensibilité. Après, je ne sais pas si votre question s'oriente au niveau du jeu vidéo au sens large ou de l'e-sport plus spécifiquement. Peut-être par rapport à l'e-sport. C'est vrai que si on va sur les jeux vidéo, on va s'y perdre aussi, certainement. Tout à fait, ouais. Alors, si on reste sur l'e-sport, en effet, il y a des jeux qui sont identifiés comme étant de tiers 1, on va dire. Donc, les principaux jeux compétitifs dont font partie des jeux comme League of Legends, comme Valorant, comme éventuellement FIFA, R6 s'en rapproche un petit peu, Counter-Strike bien sûr, donc des jeux de combat aussi qui ont une grosse part d'audience mais qui eux sont pas forcément toujours considérés comme des jeux de tiers 1, même si la scène compétitive au niveau performance, au niveau de la communauté, pour moi il y en a beaucoup qui y sont déjà. Donc ces jeux-là que j'ai cités sont les jeux qui sont les plus représentatifs au niveau du territoire national également, je dirais, avec notamment une scène de League of Legends qui est en train de s'immiscer de plus en plus avec une division 1, une division 2, une voie qui a été identifiée pour passer du rang d'amateur au rang de professionnel, là où d'autres jeux ont un petit peu plus de mal à y venir de ce côté-là. Et au niveau de la Réunion, je crois que c'est un petit peu le reflet de ça aussi. Beaucoup de jeux tiers 1 qui ont la part belle, également du FIFA, du Fortnite qui sont très présents à la Réunion, et Rocket League notamment, je pense, grâce à la proximité des serveurs qui ont ouvert en Afrique du Sud. Nicolas, votre avis, puisque c'est votre domaine de recherche, donc au niveau justement de l'e-sport, qu'est-ce qui est en vogue, on va dire, vraiment dans l'e-sport, et qu'est-ce qui, voilà, l'engouement, on va dire, pour quel jeu en particulier? Est-ce qu'il y a une diversité? Alban l'a très bien évoqué, hein, à savoir que aujourd'hui le jeu majeur, en tout cas en France, reste League of Legends. C'est le jeu qui est le plus suivi. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de jeux de palier 1, de palier 2 et de palier 3? C'est sur quels critères est-ce qu'on se base? C'est sur le nombre d'utilisateurs mensuels, le nombre de compétitions qui sont organisées, le nombre de chaînes qui diffusent ces compétitions, le montant des dotations financières, et on pondère tous ces indicateurs. Et ce qui nous permet d'effectuer une sorte de classement de ces jeux. Donc League of Legends, Counter-Strike, Dota 2, Overwatch, Fortnite sont les jeux qui aujourd'hui constituent parmi les rares jeux pour lesquels des grandes compétitions internationales sont capables de remplir des arènes de plus de 10 000 personnes. Après, il y a une multitude de jeux qui sont pratiqués dans l'e-sport, qui sont sur en tout cas qui sont des scènes un peu plus confidentielles, un peu plus modestes. Mais on estime qu'il y a à peu près 450 à 500 jeux qui, historiquement, ont été joués ou sont joués de manière compétitive. Donc, c'est toute une diversité de disciplines qui existe. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une forme d'identité très culturelle et très locale des genres de jeux qui sont pratiqués en fonction des zones géographiques du monde. C'est-à-dire qu'en Asie, et notamment en Asie du Sud-Est, Corée et Chine, c'est principalement les jeux de stratégie en temps réel collectif qui sont pratiqués. Donc, que ce soit d'ailleurs collectif ou individuel, StarCraft ou League of Legends, qui sont énormément plébiscités. En Amérique du Nord, c'est beaucoup les jeux de tir et qui historiquement sont des jeux, un genre de jeu qui est extrêmement pratiqué dans l'e-sport. Des jeux donc comme Counter-Strike, Valorant, Overwatch, Call of Duty et ainsi de suite. Et puis en Europe, on prend un peu de tout ça, et en plus on a une vraie appétence pour les jeux de simulation de sport, notamment les jeux de football, de soccer comme disent les Américains, avec FIFA quoi. Donc il y a des vraies distinctions culturelles. Le Japon, c'est les jeux de combat et ainsi de suite. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Arthur, une réaction? Oui, j'aimerais me permettre une petite question pour Alban, vu que vous êtes organisateur de tournois à La Réunion. Qu'est-ce qui, pour vous, justifie l'engouement de la foule, le fait que les gens viennent? Est-ce que c'est pour justement se rassembler dans des communautés, d'avoir une passion commune? Est-ce que c'est le spectacle qu'on vient voir peut-être sur scène éventuellement? Alors, est-ce que, excuse-moi, ta question parle spécifiquement par rapport aux joueurs qui participent, aux compétiteurs, ou alors aux spectateurs qui vont venir assister? Je dirais plus au niveau des spectateurs, parce que c'est plus l'audience qui actuellement est touchée. D'accord. Alors il faut savoir que déjà, pour remettre un peu les choses dans son contexte, l'e-sport c'est vraiment quelque chose qui est très niche par rapport à l'univers du jeu vidéo, que dans cette niche de gens qui vont pratiquer des jeux considérés comme e-sport, comme League of Legends, il faut savoir que sur tous les joueurs League of Legends, il y a peut-être 10%, même pas 10% de ces joueurs qui participent à des parties classées.
Et parmi ceux qui participent à des parties classées, il y en a une infime partie qui va aller monter une équipe, se préparer, participer à des tournois, etc. Donc là, vraiment, il faut savoir que ceux qui sont les compétiteurs sont vraiment la marge extrême de ceux qui vont chercher de la performance dans cette discipline. Et je pense que tous les gens qui partagent ensuite cette passion pour le jeu, c'est une opportunité pour eux de se retrouver, d'autant plus quand on peut aller chercher, aller voir les performances de sa communauté locale. C'est l'occasion de se retrouver, de partager, peut-être de venir voir aussi un camarade, une connaissance jouer, performer, et peut-être aussi d'aller voir le niveau de jeu pour voir si on a envie de s'y frotter, de s'y mettre un peu plus. Donc je pense qu'il y a de la curiosité et que derrière ça dépend de comment c'est fait. Aujourd'hui c'est du divertissement, donc le but c'est de donner envie, de passer un bon moment tous ensemble et de se rapprocher en effet d'une communauté, comme tu le disais, qui a la même passion tout simplement, et ça je crois que c'est toujours très, très intéressant pour des individus de se rapprocher de ce genre de communauté. Alors il y a de l'engouement, il y a du divertissement, mais il y a aussi des qualités physiques et on vous a tourné un petit motion design. Quelle qualité l'e-sport peut-il amener? C'est maintenant. L'e-sport est une forme de sport électronique où les joueurs s'affrontent dans des jeux vidéo compétitifs. Ce sport exige des compétences et des qualités particulières pour réussir. Voici quelques-unes des qualités que l'e-sport peut aider à développer. La concentration. Pour réussir dans l'e-sport, les joueurs doivent être capables de se concentrer intensément pendant de longues périodes. Pour ne pas se laisser distraire par les informations qui les bombardent constamment, le joueur doit faire preuve d'une grande discipline et être capable de réunir les données spatiales, auditives et visuelles pour effectuer les choix les plus adaptés à la situation. La patience. L'e-sport peut être un sport très compétitif et exigeant. Et les joueurs doivent être prêts à travailler dur pour améliorer leurs compétences et atteindre leurs objectifs. Pour apprendre quelque chose de complexe, comme un enchaînement sur un jeu de combat par exemple, il faudra répéter encore et encore des gestes jusqu'à ce que la mémoire musculaire prenne le relais. La stratégie. Pour réussir dans l'e-sport, les joueurs doivent être capables de penser stratégiquement et de prendre des décisions rapides et précises. Qu'elles soient préparées à l'avance ou non, les joueurs doivent prendre en compte leurs décisions, celles des alliés, s'ils en ont, ou de leurs ennemis, puis réagir en conséquence. La communication. Dans l'e-sport, les joueurs doivent souvent travailler en équipe et communiquer efficacement pour réussir. La coopération et la coordination augmentent les chances de victoire de ceux qui savent s'en servir, et forcément, il est plus facile de s'entendre avec les gens que l'on connaît. La réactivité. Dans les jeux vidéo compétitifs, les joueurs doivent être en mesure de réagir rapidement aux situations changeantes et ajuster leur stratégie en conséquence. Analyser ses options, traiter l'information, puis prendre des décisions, c'est ce que doivent faire les joueurs pendant un laps de temps parfois très court et peut dépendre du temps de réaction de chacun. Pour rappel, le temps moyen est de 230 millisecondes. La créativité. Il est important pour un joueur, dans un environnement changeant et sujet à de nombreux rebondissements, que ce soit contre la machine ou d'autres joueurs, de savoir s'adapter et de se soumettre à des mécanismes d'improvisation. La réflexion et l'optimisation de ses mouvements ou de son équipement, aussi appelé theorycraft, peut très bien être le mécanisme déclencheur de la victoire. En résumé, l'e-sport peut aider à développer une variété de qualités et de compétences qui peuvent être utiles dans de nombreux aspects de la vie. Arthur, vous avez préparé cette animatique, mais effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de qualités. On pourrait faire peut-être une petite synthèse ou peut-être un élément particulier sur ces qualités. Évidemment, je suis pro e-sport, donc finalement, je n'aurai que de qualités à proposer. Et c'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir la petite dame de tout à l'heure sur le plateau pour qu'elle soit un petit peu contre tous ces arguments. Moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas appuyer, c'est cette faculté qu'a le cerveau de reconnaître des situations et de s'y adapter. À force, par exemple, on en a parlé, enfin on l'a vu dans la répétition, on va parler de mémoire musculaire. Donc, c'est-à-dire que à force de répéter des actions, le cerveau va, on va dire, commencer à économiser de l'énergie et va faire ça de manière, machinalement. Et au final, on se retrouve à optimiser beaucoup de mouvements différents pour ensuite arriver à la victoire finalement.
Ouais, c'est vrai que notre cerveau fait 2% de poids de corps, mais il consomme 20% d'énergie quand on se met en situation vraiment de réflexion. Oui, Donc, c'est énorme, c'est énorme. c'est donc énorme. On va poser aussi la question à Nicolas, puisque c'est aussi ces sujets de recherche. Les qualités, on en a certainement oublié. Il y en a beaucoup. On parle beaucoup de l'attention. Je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite, une émission sur Arte, qui parlait des joueurs d'e-sport étaient capables d'avoir une attention complètement différente du joueur lambda, on va dire, mais complètement décalée du joueur, de la personne qui ne va pas jouer. C'est ça, non? Oui, non, non, mais tout à fait. En fait, peut-être nuancer un petit peu, c'est pas tout le jeu vidéo qui développe toutes ces compétences. C'est de la même manière que dans le sport, entre faire de la natation ou faire du tennis de table, on va pas solliciter les mêmes habiletés et donc on va pas développer les mêmes compétences. Donc entre jouer à FIFA, jouer à Street Fighter, jouer à League of Legends ou jouer à Counter-Strike, on va pas forcément solliciter les mêmes habiletés, les mêmes aptitudes et donc pas forcément entraîner ces mêmes compétences. Donc peut-être juste relativiser par rapport à ça. Effectivement, l'attention et plus particulièrement l'attention soutenue est l'une des habiletés qui est requise dans la plupart des jeux, parce que comme ça a été très bien expliqué dans votre petit reportage, c'est que ces parties peuvent durer extrêmement longtemps et elles sont extrêmement demandeuses en termes de concentration, puisque sur à la fois une partie qui peut durer entre 35, 40, 45 minutes, sur laquelle chaque mouvement que l'on va effectuer avec ses doigts sur les claviers, sur les souris, peut déterminer le gain ou la perte de la partie. Tout peut jouer finalement en l'espace de quelques secondes. Il faut rester attentif et concentré tout le long de la partie. Mais en plus, c'est que à partir d'un certain niveau, ces parties, elles vont se jouer en plusieurs manches. C'est-à-dire que cette attention soutenue que l'on a eue pendant près de 45 minutes ou 1 heure, eh bien, il va falloir reproduire ça peut-être 2, 3, 4, 5, 6 fois d'affilée dans la journée. Et donc, on se retrouve sur certains jeux et pour des grandes compétitions, des grandes finales internationales, notamment sur Counter-Strike, où les joueurs peuvent potentiellement faire des finales qui vont durer 5 ou 6 heures et où sur ces 5 ou 6 heures, il y a 4h30 ou 5 heures de temps de jeu effectif durant lesquels les joueurs doivent rester extrêmement focus sur ce qui est en train de se passer à l'écran et sachant que certaines des actions se jouent au 60e de seconde près et peuvent décider, comme je le disais, du gain ou de la perte de la partie. Donc, oui, on peut dire que la question de l'attention, en tout cas, est extrêmement importante dans les compétences requises dans l'e-sport. Pardon, l'attention aussi, on n'a pas parlé trop aussi de la fatigabilité. On l'étudie pas mal dans des sports, par exemple d'endurance, etc., d'un point de vue physique. Mais il y a aussi certainement une fatigabilité mentale aussi. Donc, vous parliez de 5 heures de jeu, c'est beaucoup. Ouais. À haut niveau. Non, pardon, je vous ai interrompu, c'est le décalage, mais oui, c'est tout à fait vrai. Alors là, on en est qu'aux prémices, on va dire, de la recherche dans le cas de l'e-sport. Effectivement, la fatigabilité physique, on connaît tous les indicateurs, on a des protocoles, des procédures pour l'évaluer entre un temps T et un temps T+1. On sait ce qui est déjà fiable méthodologiquement et scientifiquement. En ce qui concerne la fatigue cognitive, la fatigue mentale, on a aussi des protocoles, mais qui ont encore été peu utilisés dans le cadre de l'e-sport. C'est une vraie thématique de recherche sur laquelle aujourd'hui on a beaucoup de collègues qui travaillent, notamment en psychologie cognitive. Et effectivement, comme on le disait, c'est que dans la plupart des jeux, les informations qui sont à traiter sont extrêmement nombreuses, sollicitent énormément de fonctions cognitives, que ce soit des fonctions à la fois au niveau du traitement des informations, du décodage de l'environnement, de la capacité à réaliser plusieurs tâches en même temps, la capacité à choisir les bonnes réponses motrices adaptées, la coordination à humain, la dissociation des mains, même cette capacité à finalement faire preuve de flexibilité cognitive et à trouver des solutions en faisant preuve de créativité, c'est extrêmement demandeur. Et là où dans le sport, on sait s'arrêter quand finalement le corps nous dit que c'est plus possible. Parce que si je prends un plongeur de 10 mètres, donc quelqu'un qui fait du plongeon de 10 mètres en natation, au bout je sais pas, d'une vingtaine de plongeons dans la séance, son corps va lui dire que c'est plus possible, c'est stop, sinon il risque la blessure. Dans l'e-sport, c'est sûr que la fatigue est la première que l'on va ressentir, elle est pas spécialement physique. Donc on a l'impression qu'on peut continuer parce que le corps nous dit pas stop, mais c'est pour le coup, il faut être à l'écoute de son mental et ça, c'est beaucoup plus délicat, quoi. Et c'est tout un apprentissage à faire auprès des joueurs
Mais déjà, il faut aussi être capable de mesurer le seuil à partir de quand on peut parler de fatigabilité dans le cadre de l'e-sport. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une petite phrase, au-delà de perdre sa passion, c'est se perdre dans sa passion. Et on peut aussi complètement décrocher, être dedans. Et moi, j'avais des petites questions par rapport à ce phénomène. Est-ce qu'à un moment donné, Arthur, on ne peut pas parler de phénomène d'addiction, voire de dépendance à l'e-sport? Parce qu'on va rester 5 heures, 6 heures, parfois... évidemment, l'addiction, elle existe, hein, comme dans beaucoup de choses, quand on a la liberté de l'utiliser sans forcément se poser de limites. Mais je pense que ça dépend de la perception de la discipline et de sa discipline personnelle. C'est-à-dire que forcément, j'aime bien prendre l'exemple de la musculation, mais il y a une manière saine de faire les choses, d'aborder le sport en général, et c'est comment... tout ce qu'on se pose derrière va être effectué. Oui. Vous vouliez poser une petite question, je crois, à Sadia. Oui, au niveau de l'addiction, comme vous êtes la représentante d'une équipe, je pense que vous avez peut-être des solutions pour lutter contre l'addiction ou peut-être contre la dépendance, etc. Je dirais qu'il n'y a pas de véritable solution miracle. Mais nous, ce qu'on peut apporter, les associations qui existent à La Réunion en tout cas, les structures aussi en France, c'est la création du lien social. C'est en étant avec du monde, c'est en jouant avec ses amis, avec différentes personnes, qu'on va éviter ce type d'addiction-là. Et notamment dans l'e-sport, l'avantage d'être suivi et accompagné par un coach qui sera là, qui va contrôler l'hygiène de vie des joueurs, va jouer à la fois sur les performances qui seront meilleures, mais aussi sur sa vie personnelle, il aura forcément une meilleure hygiène de vie. C'est vrai que la performance dans tous les sports, en fait, et l'évoquait Nicolas tout à l'heure, elle est multifactorielle. Donc on a des qualités, on a aussi des freins, des leviers dans lesquels on a trouvé. Alban, ça vous parle pas trop l'addiction? Vous êtes souvent quand même en train de jouer, ou vous voyez beaucoup de joueurs en fait? Est-ce que vous détectez parfois un peu ce côté un peu addictif? Alors malheureusement, moi je ne joue pas autant que j'aimerais, mais bien sûr que ça existe. Bien sûr qu'il faut faire attention. Moi je pense que vous l'avez évoqué tous les deux, Sadia et Arthur, il faut pratiquer de façon raisonnable. Donc ça c'est quelque chose qui n'a pas vraiment existé jusqu'à présent. En tout cas, on a peu de prévention et d'information encore jusqu'à présent sur le sujet, bien que ce soit en train d'évoluer. Je sais que Nicolas notamment travaille sur des sujets pour essayer de faire bouger les lignes de ce côté-là, et je pense que c'est important que tout le monde se mobilise. Maintenant, comme tout, comme l'a dit Arthur, il faut savoir trouver ses limites et le faire de façon saine. Ce qui est compliqué avec le jeu vidéo, comme l'avait évoqué Nicolas, c'est qu'il n'y a pas ce besoin d'arrêter parce qu'on ne peut plus physiquement, donc on peut continuer pendant des heures et des heures. Je pense que de temps en temps, c'est peut-être pas si problématique. Si ça commence à avoir un impact sur sa vie sociale, sur ses contacts, comme tu le disais, Sadia, si on perd ce lien social, notamment avec sa communauté, que ça commence à avoir vraiment un impact négatif sur sa vie, on peut parler éventuellement d'addiction, ça peut devenir un problème de dépendance. Maintenant, quelqu'un qui, pour devenir meilleur, va jouer 4 heures, 5 heures sur une soirée d'entraînement avec son équipe, je ne pense pas que ce soit problématique en soi. On va poser la question aussi à Nicolas. On en profite. Je vous rappelle, c'est votre domaine de recherche, justement, l'e-sport à Paris-Cité. Le paradoxe, il y a une sorte de paradoxe entre finalement une vision addictive et la possibilité de plasticité neuronale quelque part. C'est-à-dire qu'on est... finalement, on va développer de la plasticité neuronale, des nouveaux chemins et des territoires, et on parle des biais, beaucoup des biais cognitifs. Et d'un autre côté, il y a cette version de la version, finalement, la finalité addictive qui peut y avoir dans les jeux. Votre avis là-dessus? Alors déjà, je n'utiliserai pas le terme d'addiction parce qu'il est loin de faire consensus dans la communauté scientifique. Vous l'avez rappelé même dans votre chapeau introductif, d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, le trouble comportemental lié à la pratique du jeu vidéo est reconnu par l'OMS, mais est loin de faire l'unanimité. Il y a beaucoup d'études qui ne montrent, en tout cas qui n'arrivent pas à montrer de lien de causalité entre l'exposition ou la pratique du jeu vidéo sur un temps long et des formes d'addiction. Et puis d'un point de vue purement sémantique, c'est que quand on parle d'addiction, c'est vrai que ça renvoie tout de suite à des addictions non pas comportementales, mais liées à des substances. Et je pense que c'est pas spécialement nécessaire de faire ce lien-là. Donc, on parlera peut-être plutôt de pratiques compulsives. Effectivement, ça existe. C'est des joueurs qui effectivement
ont une pratique excessive du jeu vidéo. Généralement, ce qu'on observe, c'est que dans ce cas-là, c'est simplement un symptôme d'un mal-être qui est plus profond et qui n'est pas lié au jeu vidéo. À titre de, enfin, juste pour vous donner des données chiffrées, hein. Aujourd'hui, il y a 30 millions de personnes qui jouent aux jeux vidéo sur le territoire français. Donc c'est à peu près la moitié de la population, un tout petit peu moins. Dans les centres d'addictologie, il y a seulement 2% des patients en centre d'addictologie qui viennent pour des problèmes liés aux jeux vidéo. Et sur ces 2%, il y en a moins de 10% sur lesquels on détecte un réel trouble comportemental de pratique compulsive. Donc on parle de moins de 10%, de 2% d'une population de 30 millions. Donc autant vous dire qu'on parle d'un épiphénomène, mais qui existe, hein. Je suis pas là pour le nier, mais aujourd'hui, clairement, c'est à mon sens peut-être pas sur cet aspect-là qu'il faut spécialement se focaliser. Et c'est plutôt le reflet d'inquiétude des pouvoirs publics et des parents qui sont tout à fait légitimes, mais sur lesquels, à mon avis, aujourd'hui, on a suffisamment de données objectives pour pouvoir apporter des solutions qui sont de l'ordre de l'éducation, de la sensibilisation, des bonnes pratiques. C'est le rôle aussi des associations comme celle d'Alban ou comme d'autres qui existent sur le territoire réunionnais, c'est d'encadrer la pratique, de montrer que lorsque l'on joue aux jeux vidéo, on joue pas, on peut aussi jouer en ayant des objectifs pédagogiques, des objectifs de progression, des objectifs de dépassement de soi, qu'on peut mettre en place des séances d'apprentissage, de perfectionnement, qu'on peut faire des pauses actives et ainsi de suite, et que plutôt que de jouer beaucoup, on peut surtout jouer mieux. Et c'est là aussi où de manière générale, le secteur de l'e-sport a encore beaucoup de progrès à faire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est un milieu qui est fondamentalement composé d'autodidactes, de gens qui font avec leur expérience qu'ils ont développée au fur et à mesure des années. Et ça fait que de très peu de temps qu'on commence à avoir des vraies données scientifiques objectives et qui sont très bien reçues par les communautés et par le secteur, mais qui vont permettre finalement d'améliorer encore une fois les conditions d'entraînement et les conditions d'accompagnement des communautés de joueurs et de joueuses. En tout cas, merci beaucoup Nicolas de nous apporter ces éléments d'expertise, parce que c'est vrai qu'on connote parfois des termes d'addiction, alors que Serge Tisseron, par exemple, parle finalement de jeux excessifs ou de jeux problématiques, donc on va un petit peu plus loin dans certains domaines. On tenait à vous remercier beaucoup Nicolas Beson, parce qu'on va passer à la séquence 2, et vraiment un grand merci, et on va suivre avec attention toutes vos recherches sur l'e-sport, parce que c'est vraiment passionnant. En tout cas, à La Réunion, je peux vous dire qu'on va suivre ça avec grand intérêt. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour l'invitation. C'était un réel plaisir et je souhaite tout le meilleur à l'e-sport réunionnais, vraiment, sincèrement. Voilà. Merci. En tout cas, on va passer maintenant à la séquence 2 et on va parler de tournois, d'événements d'e-sport, et est-ce que c'est un phénomène médiatique? C'est parti. Pour parler de cette séquence sur les tournois, on a l'honneur d'inviter Chris Egiziano, responsable des projets communication LER. C'est ça, exactement. Alors, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, c'est quoi votre mission ici à La Réunion sur LER? Ça veut dire quoi? Alors, LER, c'est l'acronyme de l'e-sport Réunion. C'est une compétition qui se veut professionnalisante, aussi bien pour nous en tant qu'organisateurs que pour les joueurs, pour qu'ils arrivent à monter en compétence et peut-être arriver à notre objectif final, qui est la professionnalisation de l'e-sport dans sa globalité à La Réunion. Ouais, c'est assez nouveau, ça, comme thématique. Voilà, la professionnalisation de l'e-sport. Bien sûr, alors oui et non, c'est-à-dire qu'on a toujours caressé l'espoir à La Réunion d'arriver à un e-sport pro, mais c'est peut-être le meilleur moment, on va dire, aujourd'hui, puisque on commence à avoir pas mal de partenaires qui s'inscrivent dans la démarche et qui investissent un petit peu d'argent, donc on a plus de moyens, on peut faire plus de choses, et même si on est tous passionnés, malheureusement, le nerf de la guerre reste l'argent, et il faut qu'on ait la capacité de pouvoir accompagner tout le monde pour pouvoir monter en compétence. Donc ça, c'est nouveau, on va dire, dans la mise en pratique, mais ça a toujours été un outil de tout le monde, en fait. Alors, on a fait un petit débat, vous avez entendu, vous étiez là, de 40 minutes. Moi, je voulais avoir votre avis sur les thématiques abordées, sur une thématique
Voilà, on a parlé finalement au niveau de l'e-sport, de tous les jeux, de la diversité. Vous, votre avis par rapport à cette explosion et cette possibilité dans l'e-sport, vous voyez comment l'avenir de l'e-sport, même si on n'est pas à la conclusion, hein. Alors, à La Réunion, moi, j'ai bon espoir qu'on arrive d'ici peut-être une demi-dizaine d'années à avoir des équipes qui arrivent à en vivre. On continue de travailler de notre côté pour accompagner les équipes quand elles ont besoin de coups de main, pour aller chercher des partenaires et pour comprendre ne serait-ce que la logique d'une création de cette partenariat ou des choses comme ça. Comment je le vois moi dans l'avenir, c'est que avec plus de compétences et plus de formation, Sadia qui suit une formation par exemple en communication, c'est littéralement en fait la clé du développement, c'est que la principale source de revenus de l'e-sport aujourd'hui, ça reste les financeurs privés. Et en fait, tout passe par une communication, une mise en valeur, une démocratisation de l'e-sport. Et je suis très content de voir en fait qu'aujourd'hui, on est passé on est plus seulement dans la passion, on est carrément dans la passion professionnelle. Et j'ai bon espoir qu'on arrive très bientôt à ce niveau-là pour tout le monde. On construit, j'ai l'impression, finalement, des briques petit à petit, et la maison e-sport est en train vraiment de se construire. Les fondations, elles sont importantes, et on l'a vu, on a accueilli Nicolas tout à l'heure. Il y a beaucoup de représentations, de perceptions, finalement. On est là, de plus en plus, ça s'amenuise, et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Et on voit que là, ça commence à se construire avec notamment l'entrée de pas mal de choses, professionnalisation, préparation mentale, etc. aussi, tout ça. Oui, bien sûr, c'est un peu fou parce que moi, pour ma petite histoire, j'avais commencé en tant qu'association. J'avais d'ailleurs été dans ces locaux quand j'ai commencé. Et j'ai vu un petit peu tout le monde passer un cap, là, se doter de coach. À la base, ça c'était un peu surréaliste. À La Réunion, on était encore, c'était très amateur, hein. On se réunissait dans les garages pour jouer aux compétitions de jeux vidéo. On était à milieu d'imaginer qu'on allait arriver à avoir des managers, des coachs, des accompagnateurs, que les joueurs ils allaient même se mettre à review leur game après le match, se dire bon voilà on a fait ça pas correctement, on va changer ça, etc. Donc là aujourd'hui on est en train d'arriver à un niveau qui moi m'impressionne et qui me fait extrêmement plaisir parce que c'est ce dont j'ai toujours rêvé et je crois qu'on est en train d'arriver à un moment où peut-être qu'on y est bientôt. Alban, votre avis, parce que vous faites le speaker, hein, j'ai bien vu, j'étais à une compétition LER, je vous ai vu. Il y a tout un cérémonial, en fait. Vous êtes à deux, vous commentez. C'est quand même assez sympa, je trouve. C'est assez spectaculaire, je trouve, mais peut-être pas suffisamment encore connu. Oui, bien sûr, on souffre d'un problème de visibilité qui, pour un territoire comme La Réunion, est aussi dû à un manque de connaissances, tout simplement. Il faut amener de la visibilité à cette discipline. Moi, je rejoins le point de vue de Chris là-dessus. Il faut qu'on le démocratise, il faut densifier les événements, il faut donner accès à davantage de personnes à ces compétitions. Au-delà de ça, pour reprendre une de ces casquettes, en effet, que j'ai, qui est celle de présentateur, de commentateur de compétition, c'est important de donner envie aux gens de rester, de regarder ce qui se passe. Moi, comme je le rappelle en général pendant les émissions, les stars des compétitions, ce sont les joueurs. C'est eux qui sont le ciment, les briques, les fondations, la structure d'une scène e-sport, quelle qu'elle soit, quel que soit son niveau. Donc le but, c'est de les mettre en valeur du mieux possible. Donc c'est pour ça, en effet, qu'il y a tout ce décorum avec un présentateur, avec des analystes, avec des commentateurs, qui en fait vont pouvoir vulgariser, verbaliser et formaliser ce qui est en train de se passer pour que quelqu'un qui n'y connaisse rien ait un petit peu une idée de qu'est-ce qui est hype, de qu'est-ce qui se passe, à quel moment il y a vraiment de l'enjeu, et pour que quelqu'un qui s'y connaisse un peu aussi puisse se reconnaître et avoir envie tout simplement de suivre cette action, de suivre une équipe, des joueurs et des résultats sur une compétition. Et c'est vrai qu'en assistant à ces tournois, j'ai entendu aussi, hein, Arthur, j'ai rien compris en fait. Il y a un langage de niche, hein, c'est-à-dire, mais j'ai absolument rien compris, si ce n'est qu'il y avait un engouement, les gens applaudissaient, je ne savais pas quand est-ce qu'il fallait applaudir. C'était quand même assez sympathique, mais il y a un vrai langage de niche, non ? Évidemment, comme pour le sport en général, comme chaque jeu possède sa communauté, chaque jeu va forcément posséder son langage de niche et donc avoir son vocabulaire spécifique pour chaque donnée. En général, c'est pour gagner du temps dans la communication, et c'est beaucoup de termes en anglais, des termes anglophones pour désigner des objectifs, des positions, des joueurs, etc. Ouais, alors justement, il y a vraiment aussi un lien social. On a besoin d'appartenance, hein, de reconnaissance aussi, mais d'appartenance. C'est-à-dire que, par exemple, chez les filles, on voit qu'elles travaillent en équipe. Il y a un vrai boulot en équipe, il y a une vraie communication d'équipe, ça se travaille aussi.
Exactement, ça se travaille et il faut savoir que justement, si je peux rebondir sur ce que disait Alban, pour démocratiser en fait l'e-sport, ça passe beaucoup par l'éducation. Donc éduquer donc tout simplement les autres générations, ceux qui sont peut-être un peu moins sensibles à ce qu'on fait. Et c'est en montrant justement qu'on a une communauté qui est très mixte, où il y a à la fois des filles, des femmes, des personnes de tous les âges, et montrer ce qu'on fait, ce qu'on met en avant, le travail aussi qui est très professionnel au final. Montrer tout ça, c'est ça qui va faire évoluer l'e-sport à La Réunion et montrer notre rayonnement en quelque sorte. Et je crois que vous jouez à Tekken, c'est ça? Exactement. Pour ceux qui connaissent, c'est voilà, Jeu grosse de combat. bagarre. Et en fait, là, par rapport à ça, ce que vous dites, c'est-à-dire que le vocabulaire, il va être différent de Tekken à League of Legends. Donc, c'est énorme, en fait. Le vocabulaire va être totalement différent, effectivement, et c'est sûr, on est sur un marché de niche, on va dire, en quelque sorte. Et la seule manière, on va dire, d'intéresser un public qui soit différent, c'est vraiment de faire justement des lives comme vous nous le proposez là, où on peut vraiment expliquer ce qu'on fait, montrer ce côté plus professionnel, plus cadré, et progressivement, les gens vont s'y intéresser. Et quand on s'y intéresse au final, on arrive à comprendre ce milieu-là, à comprendre des nouveaux termes. Et figurez-vous qu'on apprend un petit peu mieux l'anglais. Ah, ça, c'est chouette. Alors, oui, Arthur? Ce qui est amusant, c'est qu'on se retrouve avec un effet d'entonnoir, finalement, parce que déjà, on parle déjà de jeu de versus fighting. Tekken, c'est du versus fighting. Et en fait, chaque jeu de combat va avoir sa niche. Donc, on a plusieurs jeux de combat qui sont assez populaires. On a Street Fighter, on a Tekken qui commence à remonter sur la scène. On a aussi King of Fighter, on a du Super Smash Bros. Brawl. Non, Melee ou oui, Ultimate. Ils sont partis dans le vocabulaire. Donc la preuve, voilà, que c'est un langage de niche parce qu'il y a les noms des jeux aussi qui vont avec. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, justement, on va aller un petit peu plus loin. On a fait un reportage justement au sein de la LER. C'est parti. Alors, la LER, c'est la première compétition semi-professionnelle à La Réunion, la plus prestigieuse, qui se déroule sur 5 mois et qui rassemble les meilleurs e-sportifs de La Réunion. L'e-sport à La Réunion, ça représente les nouveaux métiers de demain, les nouvelles formations et plein d'emplois à créer. Alors l'avantage pour moi, la pratique de l'e-sport à La Réunion, c'est déjà de découvrir le monde, échanger, voir d'autres cultures, discuter avec tout le monde. Et une des avantages pour moi, c'est que quand on est dans un format compétition, on est obligé de rester concentré dans une chambre et donc on se coupe un petit peu. Depuis 2017, on s'est d'abord structuré au niveau associatif et depuis 2019, on s'est structuré au niveau entreprise. On a commencé à proposer des contenus semi-professionnels et cette année, là, on passe à un autre cap et on veut vraiment proposer des compétitions professionnelles. Le public concerné, c'est des jeunes de 16 à 40 ans. Donc l'idée, c'est de créer des tournois qui rassemblent pas mal de joueurs de tout âge et de créer une mixité sociale. Alors pendant ce petit reportage, on a remercié Alban Delagrange. Vraiment merci, un grand merci à Alban de nous avoir apporté des éléments. Et on a le plaisir d'accueillir sur ce plateau une autre joueuse, Alison. Alison, bonjour. Bonjour. Alors Alison Ivoula, vous êtes sur le jeu Rocket League. Alors il paraît que c'est des voitures qui jouent avec des ballons, c'est ça? Oui, en fait, on a plusieurs types de voitures. Et c'est un peu comme le foot, mais avec des voitures en fait. A priori, c'est un jeu quand même assez difficile au niveau justement de la manipulation des voitures, dans l'espace, etc. C'est en 3D, c'est ça? Oui. Et vous, votre nom, c'est Xiu, c'est ça? Xiu. Alors, Xiu. Alors, quand on parlait de niche, effectivement, on est là-dessus. Alors, petite réaction peut-être, Chris, parce qu'on a montré le reportage sur ce que vous faites. Vous êtes au Cube, c'est ça? C'est ça, ouais, juste à côté. D'accord. Et les fonctions, vous êtes une grosse équipe? Alors, on est une douzaine de personnes, avec du coup, en fait, à peu près les métiers qu'on peut imaginer dans une émission de télé classique, parce que finalement, ce qu'on propose, nous, comme activité, c'est l'organisation des tournois, mais aussi la gestion du live qui va avec. Donc, on a les personnes qui s'occupent de gérer les matchs, d'accompagner les joueurs, mais aussi de gérer le live, la régie vidéo, des cadreurs. On fait appel à des commentateurs comme Alban, justement. Et on a toute la partie communication du coup, qui va avec pour mettre en valeur, parce que effectivement, on est une activité de niche et
on ne pourra avancer qu'en communiquant avec le plus grand nombre. Donc, on a une part belle à la communication également. Parce qu'il y a vraiment des difficultés en fait, à organiser un événement d'e-sport, vraiment. Alors, finalement, c'est pour ça d'ailleurs que je parlais tout à l'heure du fait que c'est important que, au-delà de la passion, on soit quand même assez formé, parce que au final, l'organisation d'un tournoi e-sport n'est rien d'autre qu'une organisation d'événements classiques. Moi, par exemple, j'ai un parcours de communication, management de projet. C'est littéralement ce que j'applique dans mon boulot, sauf que c'est la passion en plus. Donc, c'est pas si complexe que ça. Pour moi, à mon sens, la réelle difficulté, c'est de composer avec le fait que, bien que nous, on essaye de faire une compétition qui soit la plus pro possible, les joueurs n'ont pas encore les financements et la disponibilité nécessaires pour pouvoir vraiment venir jouer tout le temps. D'ailleurs, Alison peut en témoigner, on a eu un petit couac cette semaine parce qu'on a voulu organiser la compétition différemment et on s'est confronté à la disponibilité des joueurs. Et c'est ça le problème, c'est qu'en métropole, les joueurs sont pros, ils sont payés pour ça, c'est leur métier. Donc s'il y a un changement de planning, on peut s'arranger. Un peu plus délicat dans ce cas à La Réunion. C'est vrai que la comparaison avec d'autres sports, et l'évoquait Nicolas, elle est quand même intéressante parce qu'on se retrouve confronté après, comme dans d'autres sports, à la professionnalisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle de personnes récréatives et des gens qui veulent devenir professionnels. Et il y a des joueurs professionnels. Donc c'est là aussi la distinction où le joueur professionnel va se consacrer qu'à ça et la personne va aussi, par exemple, jouer. Alors tu joues combien, par exemple, par jour ou par semaine? Je joue à peu près 6 heures de temps par jour. Ah, quand même. 6 heures de temps? D'accord. Et tu arrives à faire tes études, à concilier. Alors, c'est pas un cliché, hein, justement, mais tu as bien organisé ton temps pour pouvoir travailler à peu près 5-6 heures par jour? Oui, c'est-à-dire, par exemple, vu que je finis quand même assez tôt, à 16 heures, j'arrive chez moi, ensuite je m'entraîne, et après on se retrouve le soir avec mon équipe pour pouvoir s'entraîner. 5-6 heures par jour, Arthur, je suis assez quand même impressionné. C'est des temps passés quand même à l'entraînement, par exemple pour un sportif, qui sont quand même déjà dans le côté professionnalisme. Au final, comme elle le dit si bien, c'est dans le vocabulaire finalement. C'est que quand elle rentre chez elle pour aller sur Rocket League, c'est pour s'entraîner et c'est pas pour jouer. Donc c'est investir du temps sur le long terme pour jouer les compétitions en général. D'accord. Ah oui, donc, mais 5-6 heures par jour, ça fait combien la semaine? C'est quand même presque un métier, on va dire, à part entière, presque. C'est l'idée justement de l'investissement sur le long terme, c'est qu'au final, si on s'intéresse à une carrière professionnelle, c'est se dire que toutes ces heures-là, elles seront mises plus tard dans de l'efficacité, dans les tournois et même sur la scène finalement. Sadia, alors on a toujours l'espoir de devenir professionnel dans son sport, dans l'e-sport? Totalement, et je pense que c'est comme dans tous les sports au final. Hein, quand on vit d'une passion, quand on est à fond sur une passion, on a envie de la vivre. On a envie d'aller plus loin, de faire de sa passion son métier. Et c'est en justement s'entraînant comme le fait Alison, en y passant du temps, en y consacrant du coup et en sacrifiant le temps qu'on pourrait faire à regarder la télé ou TikTok par exemple. C'est du temps qui est important et qui permet justement d'avancer et de participer à des compétitions comme la LER et de potentiellement peut-être être recruté en France ou ailleurs. Alors justement, le terme sacrifier, c'est peut-être pas le bon terme, c'est justement passer vraiment du temps qui va être bénéfique finalement à l'exploration, à devenir meilleur. Chris, vous voyez des joueurs jouer plus que 5-6 heures par jour? Vous en avez vu? Moi personnellement, quand j'étais à fond, j'étais un peu plus, mais d'accord, combien? Voilà, ça m'arrivait de faire 8-10 heures par jour. D'accord. On s'oublie pas un peu quand on fait 10 heures par jour? Un petit peu, des fois. Ouais. Mais après, on avait un objectif. Moi, personnellement, j'avais un objectif en tête. C'est pour ça que j'étais investi à fond. Malheureusement, j'ai pas réussi à atteindre l'objectif que j'avais été fixé, mais de petit peu. Mais c'est quand on a. Enfin, je parlais pas de sacrifice. Moi, je parle un petit peu d'acte de foi. Je pense qu'en fait, si pour passer le cap, il y a un moment donné où il faut s'investir un peu plus que les autres. Enfin, ça me fait penser à Conor McGregor qui disait il n'y a pas si longtemps que finalement, ce qui sépare le pro de l'amateur, c'est la foi qu'il met dedans. Et c'est peut-être ça, en fait, la vraie raison de l'investissement d'Alison, c'est peut-être juste ça. En fait, c'est le fait de se dire que je vais finir par y arriver à un moment donné
Et toute ma persévérance, ça va me permettre d'atteindre mon objectif peut-être un jour. Ouais, c'est vraiment une passion après qui s'installe avec aussi des routines. Hein. Le cerveau, la plasticité neuronale, elle va se mettre en place. Et c'est vrai que... Alors aussi, moi j'avais une petite question à Alison, fille-garçon. Hein, on est quand même aussi dans un débat, on a posé la question à Sadia. Est-ce qu'il y a des jeux où les filles ou les garçons, alors sans faire de genre et sur le genre, mais est-ce qu'il y a des jeux un peu plus qui attirent un petit peu plus le côté féminin? Vous aimez bien, par exemple, Tekken, la bagarre et... Je pense déjà, pour commencer, Valorant. Je pense qu'il y a quand même des filles qui sont intéressées par ce jeu. Rocket League aussi. J'ai vu aussi qu'il y a une équipe en France sur CSGO. Et ensuite, je pense potentiellement que les filles aiment bien Call of Duty, des jeux de tir, enfin des jeux d'FPS. Et je pense que c'est tout. D'accord. Oui, c'est intéressant. Arthur, une réaction? Oui, je me permettrai une petite question à Sadia, parce qu'on sait malheureusement que les femmes sont souvent victimes de harcèlement justement dans le milieu du gaming, du fait que ce soit des femmes. Est-ce que peut-être vous avez des idées, des solutions pour combattre ça à proposer aux jeunes? Que ce soit dans le gaming ou du coup dans l'e-sport, forcément, quand on intègre, du coup, il suffit d'activer le vocal d'un jeu. On est très souvent pris à partie avec des réflexions misogynes ou autres, qui peut être très frustrant pour la joueuse, qui tout simplement dégoûte un peu qui peut dégoûter de ce milieu-là. Mais c'est vrai qu'en étant avec une communauté, donc une communauté réunionnaise, en intégrant une structure, en vraiment rencontrant d'autres filles, d'autres personnes, il y a plein de groupes, plein de Discord, où il y a des filles qui sont présentes et qui s'entraident, qu'on va vraiment éviter ces problèmes de discrimination au final. Et en termes de solutions, vraiment, c'est... comme je dis, intégrer et se rapprocher des filles, peut-être c'est un premier pas. Et on verra qu'au final, les garçons ne sont pas si méchants. Au contraire, on a une très belle communauté à La Réunion. Et dans l'e-sport, de manière générale, la communauté est très bienveillante. Au final, c'est intéressant, c'est combattre par le nombre tous les gens qui font des commentaires. Et du coup, une deuxième question pour rebondir là-dessus. Est-ce que vous avez des conseils Moi, je vous pose la question. Je poserai la question aussi juste après, est-ce que vous avez des conseils pour les femmes qui veulent se lancer dans le milieu? Dans l'e-sport ou dans le gaming de manière générale? Dans l'e-sport, je dirais plutôt. Dans l'e-sport, il faut tout simplement sortir de sa zone de confort. Très honnêtement, je l'avoue, moi pendant longtemps, j'ai voulu participer, mais j'ai jamais eu le courage de me lancer parce qu'effectivement, il n'y a que des garçons dans ce domaine-là. Et lorsque j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai vu que la communauté était très bienveillante, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là pour m'accompagner. J'ai rencontré du coup à ce moment-là Bijou eSport. Et c'est là qu'au final, forcément, on est un peu plus encouragé, on ose. Et on peut montrer que les filles aussi peuvent être tout aussi performantes que les garçons. Du coup, Alison, je rebondis, je me permets la question. Comment ça s'est passé vos débuts dans l'e-sport? Est-ce que vous avez été sujette à des critiques, des remarques peut-être? On dirait qu'avec ma voix, on me compare à un petit mec de 15 ans. Mais sinon, en vrai, j'ai pas eu de problème pour intégrer l'e-sport. D'accord. Oui, c'est vrai que cet aspect communauté aussi, il évolue, les préjugés évoluent. Et aussi, on peut faire des rencontres virtuelles, hein, Chris aussi, peut-être qu'il y a des rencontres virtuelles et même des amitiés qui se créent. Bien sûr, j'ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés dans le jeu vidéo et le fait de passer la barrière, en fait, parce que finalement, quand on est dans un vocal ensemble, c'est plus juste textuel, ça casse un peu le virtuel, c'est à mi-chemin entre les deux et du coup, on rencontre la personne. D'abord par sa voix, puis après on se dit allons sortir ensemble, on va boire un verre ensemble et finalement on devient notre pote et c'est une super histoire. Enfin, moi personnellement je suis convaincu que finalement le jeu vidéo c'est un briseur de barrières, c'est un icebreaker, hein, presque. Il y a des souvent on en rigole dans la boîte, mais nos banquiers, des fois on croise notre banquier sur le truc, en fait on se rend compte que c'est le banquier qui est en train de jouer avec nous. On n'a pas le même regard du tout. Il y a l'avatar, hein, quand même. Ouais, non, mais il y a bien sûr, l'avatar mais ou ce que je le veux dire, nom, c'est quand on s'en rend compte après, c'est rigolo, quoi. Et en fait, le jeu vidéo, c'est un briseur de frontières, c'est un briseur de barrières. Tout le monde peut jouer au jeu vidéo
Et c'est intéressant vos propos parce qu'en fait aussi au début on peut avoir une certaine timidité qui se transforme parce que l'avatar peut permettre aussi d'afficher une certaine personnalité qu'on n'aurait pas affirmé peut-être dans la société, c'est un peu ça, non? Ouais, c'est possible, ouais. C'est sûr que c'est peut-être plus rassurant du coup de se dire que sur la première approche on ne sera pas jugé autre que sur une image qu'on a choisie. Mais après de toute façon quand on va commencer à tisser du lien, il faudra bien se confronter à un moment donné, mais oui bien sûr l'avatar doit aider. Alors on va continuer et on a interrogé dans le Street Science sur les compétitions d'e-sport. Les avis, je pense que ça va vous intéresser. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de Street Science consacrée au e-sport. Nous allons nous pencher sur les compétitions. Savez-vous qu'il en existe? Vos réponses, c'est maintenant. Est-ce que vous savez qu'il existe des compétitions de e-sport à La Réunion? Comme je connais pas trop, donc je ne sais pas. Peut-être que c'est une bonne chose aussi, hein, mais après, voilà. Peut-être qu'il faut être dedans ou pas, je ne sais pas trop. Non, moi non, mais mes camarades ils jouent beaucoup aux jeux vidéo, l'a fait. Je savais qu'il y a un championnat français d'e-sport, de League of Legends notamment. Je sais pas, j'étais pas au courant pour La Réunion. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Peut-on jouer en équipe? Il y a des modes, par exemple, coopération, où on peut jouer avec un ami en ligne, en équipe. Comme FIFA, on peut jouer en équipe et voilà, jouer 2 contre 2. Alors oui, il y a plein de jeux où on peut jouer en équipe. Après, de manière compétitive à La Réunion, je savais pas qu'on pouvait jouer en équipe. Voilà. On est en équipe, mais toujours derrière un écran. C'est-à-dire que le mot équipe, je sais pas s'il est vraiment bien placé, quoi. Je sais pas. Oui, certainement. Bah oui. Oui. Enfin, sur plusieurs jeux, je sais qu'on peut jouer en équipe. Après, je sais pas si à La Réunion ils jouent en équipe, mais je pense que oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut devenir professionnel de e-sport? Pourquoi pas? Comme tout, hein. Oui, s'il y a des compétitions, forcément, il y a des gagnants et forcément, ça peut être professionnel, je pense. Alors oui, on peut devenir un professionnel du e-sport. Bah, comme j'ai dit, on peut s'y spécialiser et parcourir les compétitions qui sont faites en Europe, qui sont souvent des compétitions bien rémunérées. Si, il y en a des gens qui sont payés, qui sont sponsorisés. Il y a des clubs qui sponsorisent des joueurs. Il y a le PSG, il y a des clubs dans le monde qui sponsorisent des joueurs et il y en a qui en font leur métier et qui sont très très bien payés d'ailleurs. Avec la nouvelle génération, oui, ils le peuvent, mais moi je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est pas un monde qui est vraiment développé, La Réunion, le jeu vidéo. Plutôt en France, mais oui, après il peut. Et qu'est-ce que vous pensez du e-sport aux Jeux Olympiques? Je me trouve les bien, m'a jamais vraiment intéressé à moi, mais je me trouve que les bien quand même. Pourquoi pas, hein. Tout peut arriver, donc c'est sûr. Ah oui, bien sûr. Oui. Moi, j'ai pas le talent pour, ni l'entraînement, ni la détermination, mais on peut absolument, oui. Alors là, c'est le summum, c'est la cerise sur le gâteau. Merci pour toutes vos réponses. C'est la fin de ce Street Science. Si vous avez prévu de vous inscrire au championnat de e-sport et qu'il vous manque peut-être quelques petites informations, nous vous proposons de retrouver Éric Lacroix et son fils Arthur. Il vous apporte toutes les précisions. Eh bien, merci beaucoup Amandine Rivière. C'est vrai que c'était vraiment intéressant d'avoir ces retours sur le marché. Je crois que c'est le marché de Saint-Denis. Chris, en fait, quand on avait préparé cette émission, on s'était demandé les questions qui étaient posées, quelles sont les possibilités pour que l'e-sport puisse rentrer comme sport olympique. Votre avis, il y est désormais, c'est un sport olympique. On va revoir avec Arthur les Jeux tout à l'heure. Votre avis, là, c'est vrai que c'est un avis assez partagé, non ? Alors déjà, sur le papier, c'est une super idée. On est tous contents. Hein. Déjà, ça va faire un an maintenant, bientôt un an que le président Emmanuel Macron avait fait réunir justement tout un parterre de personnalités de l'e-sport à l'Élysée. Et d'ailleurs, officiellement, aujourd'hui, l'e-sport est rattaché au ministère des Sports. Donc on est en train de... Voilà, pendant longtemps, il y a eu une espèce de dualité. On ne savait pas si on était rattaché au ministère de la Culture, au ministère des Sports. Là, ça y est, ça a été tranché. Le jeu vidéo, c'est de la culture. L'e-sport, c'est le sport. Et donc, ça me semble logique que finalement, ça puisse devenir une discipline olympique. Après, en pratique, malheureusement, ce n'est pas les jeux auxquels on s'attendait. On va dire que c'est une espèce de compromis un peu bizarre qui a été choisi entre le jeu vidéo et les sports classiques. C'est d'autant plus surprenant que les jeux qui ont été choisis ne sont même pas les jeux les jeux de sport qu'on voit habituellement. Donc voilà, c'est un peu surprenant. Je pense que c'est une bonne chose déjà. Il y a un pas qui a été fait, un pas peut-être de travers, mais
À mon avis, ce sera plus facile de rectifier. Ça manque un peu de que- concertation, j'ai l'impression. Je encore pense pour que ça l'instant. aurait Et de connaissance, peut-être comme l'évoquait Nicolas, ou même Alban tout à l'heure, la connaissance vraiment des dossiers, à un moment donné, il faut les apporter. Il faut vraiment avoir la connaissance du milieu, en fait, pour prendre des décisions. Je pense que, parce que je me souviens qu'on avait nous-mêmes été conviés à des discussions sur les JO. La structure France Sport d'ailleurs avait même il y avait eu des discussions qui avaient été faites, etc. C'est pas nouveau. Enfin, on se doutait qu'il y avait les jeux vidéo aux JO. Et du coup, ce qui me surprend en fait, c'est qu'il y a eu discussion, il y a eu concertation, mais il y a eu une décision qui a été prise qui était un peu bizarre. Oui, on va y revenir d'ailleurs. Arthur, vous pouvez nous dire, hein, grosso modo, rapidement les jeux oui, j'ai la liste des jeux. Ben, évidemment, je rejoins le point de vue de Chris. De toute façon, il faut un point de départ à tout. C'est ça qui est intéressant. Et même si, dans la majeure partie des jeux que je vais citer dedans, il y a des jeux qui sont des jeux mobiles qui viennent de sortir le mois de février dernier. Donc ça fait à peine 2 mois qu'ils sont sur le marché. Donc c'est pour nous qui sommes depuis 10 ans sur la scène à essayer de rendre le jeu spectaculaire pour les regardeurs, les viewers, comme on les appelle. C'est difficile pour nous. Après, il y a aussi des jeux avec des communautés qui sont bien en place. Déjà, je peux citer, si je puis me permettre, pardon, la communauté de Just Dance qui a été prise dans la liste des jeux. Il y a aussi Gran Turismo qui est un jeu qui est très connu finalement au niveau des jeux de voiture. Et pour moi, un des plus étonnants et qui fait le pont entre les deux disciplines, c'est sûrement le fait que les échecs soient maintenant au JO. Donc au final qu'on considère comme un sport alors qu'on nous fait les commentaires que les jeux vidéo ne sont pas un jeu sportif. Finalement, c'est à double tranchant. On se retrouve aussi avec, je l'avais noté, Tic Tac Bo, donc qui est un jeu qui est sorti en février seulement sur l'iOS Store. D'accord. Non, qui n'est pas dispo sur iOS, pardon, qui est dispo que sur l'Apple. Je vais y arriver, sur Android, qui est du coup un jeu de morpion, avec du tir à l'arc avec le doigt. D'accord. Intéressant. On a un jeu de vélo qui se joue en physique sur un vélo stationnaire. Okay. On a un jeu de baseball avec des persos qu'on appelle chibi en miniature. On a Virtual Regatta qui est un jeu pour le coup intéressant parce que c'est un jeu de voile. Mais par contre c'est seulement une simulation de vue de dessus, donc voilà, on verra ce que ça donnera. Et on a pour avoir quand même une petite partie de jeu de combat, on a le Refrag Virtual Taekwondo qui se trouve être un jeu on va dire devant la caméra avec du motion il y a un petit mixte en fait, j'ai l'impression, avec aussi parfois l'intervention du corps. Oui, ce qui se passe c'est qu'en fait ils ont voulu prendre des jeux avec qui se correspondent avec des sports déjà existants en fait. D'accord. Merci en tout cas de nous avoir fait l'énumération. Sadia, en fait vous allez vous orienter peut-être, arrêter Tekken et peut-être aller pour espérer d'aller aux Jeux Olympiques parce que... Alors je pense pas, mais bon, on va dire que c'est déjà un petit pas pour l'e-sport d'avoir des jeux vidéo aux Jeux Olympiques. Mais après, j'espère que la communauté des différents jeux qui sont réellement compétitifs pour le coup pourront à un moment montrer leur force. Et je prends l'exemple, là je vois le stick qui est là. Quand je le vois, je me dis c'est extrêmement physique de jouer avec un stick. Et c'est dommage de ne pas retrouver ça dans les Jeux Olympiques. Et j'espère que dans les années, dans les prochaines années, on aura la possibilité d'avoir tous ces jeux qu'on défend et pour lesquels on a un véritable sport. C'est vrai qu'on a un magnifique stick là sur la table. Là. Merci d'avoir fait cette déco. Moi, il m'impressionne parce qu'il y a 8 touches avec. C'est carrément, voilà, a priori, ça doit être vraiment très exigeant et épuisant. Et votre avis sur les Jeux Olympiques, on va dire, entre guillemets, Alison ? Moi, je trouve quand même que c'est dommage qu'ils n'ont pas proposé des jeux qui sont déjà dans l'e-sport. Mais j'espère d'ici quelques années, ils feront l'effort de proposer d'autres jeux. D'accord. Donc, c'est vrai que sur cet aspect des Jeux Olympiques, c'est peut-être une première entrée, hein, Chris,
Ça vous donne aussi espoir pour La Réunion, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment une volonté de professionnaliser sur l'île de La Réunion, et vous en êtes l'acteur, vraiment, et un des acteurs avec Alban, avec pas mal de personnes sur La Réunion. Mais c'est aussi encourageant de savoir que ça va être olympique quelque part. Non, bien sûr, c'est encourageant. Ça va peut-être aussi du coup permettre de changer quelques mentalités au niveau global de la population. Enfin, voilà, petite référence au reportage de tout à l'heure. Comme je disais, c'est un pas en avant, c'est peut-être un pas sur le côté. Faut rectifier, c'est rectifiable. La vraie question, du coup, pour moi, ce qui est vraiment, vraiment gênant pour le coup, c'est que ce soit des jeux qui limite ont été créés spécialement pour ça. On a Gran Turismo et Just Dance qui eux sont présents et très clairement c'est des simulations. Enfin, Gran Turismo c'est une simulation nickel en termes de course de voiture. Just Dance c'est un jeu qui est très physique mais qui a déjà prouvé sa compétitivité. Je suis surpris de ne pas voir un jeu comme FIFA par exemple, Oui. Rocket également. Même si Rocket c'est un jeu qui est un peu hybride sport, c'est un sport qui était conçu pour le jeu vidéo. Je suis surpris de ne pas voir ça. Pour moi, ça, pour le coup, c'est tellement spectaculaire, ça a sa place. Mais je crois que là, ça va être inscrit sur une épreuve olympique en mois de juin 2023, il me semble. Je ne sais plus, en Chine, je crois quelques. Mais après, en fait, c'est complètement terminé ou c'est verrouillé, vous croyez, les jeux je sais pas, j'ai pas eu le. Là, pour le coup, j'ai un peu. En fait, vous n'êtes pas trop informé finalement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a eu quelques discussions. Nous, on a été conviés à des concertations et des discussions. Mais finalement, on n'a pas eu vraiment de retour sur ce qui a été fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout le monde a été surpris quand l'annonce des jeux a été faite. C'est que nous, on a été consultés effectivement. Et donc, on pensait que notre voix avait été entendue. Finalement, les décisions sont prises de leur côté. Ce que je peux éventuellement comprendre dans la mesure où peut-être qu'ils ont un peu peur. C'est difficile. C'est un pas en avant quand même parce que c'est une reconnaissance d'une discipline qui est souvent un peu décriée, mal vue. Les sportifs eux-mêmes déjà des fois ils se moquent un petit peu. Non, c'est pas du sport. Non, c'est pas du sport. Donc déjà c'est pas mal. Mais il y a pas mal de choses à changer. En fait, on a parlé tout à l'heure de la diversité, à Arthur, de la multiplicité. Enfin, vraiment, c'est multiple. Les jeux, il y en a énormément. C'est pas facile, en fait, de décider le processus de décision. Il faut qu'il y ait d'abord des options, des choix possibles. Mais les options, elles sont immenses, en fait, dans les jeux. Au final, il faut faire un choix entre le spectacle qu'on va proposer et de faire quelque part plaisir à tout le monde sans offenser qui que ce soit. Il y a beaucoup de jeux qui sont en place qui ont potentiellement des communautés qui sont plus difficiles. Il y a justement, on en parlait tout à l'heure, tout un caractère de niche. Donc le fait peut-être de créer quelque chose de zéro sur le moment et de justement construire avec ce qui est existant, ça peut monter de toute façon un projet solide. Ce qui est potentiellement dommage par rapport à ça, c'est que ça enlève les potentialités de consécration des joueurs qui sont déjà en place. Et comme on le dit souvent, aller aux Jeux Olympiques, pour le sport en général, c'est la consécration ultime, c'est de se mettre face au monde entier. Là, on enlève potentiellement des joueurs qui sont sûrement excellents dans leur domaine et on ne leur propose pas d'aller au bout du rêve, finalement, du rêve des Jeux Olympiques. En tout cas, merci. Mais on va clore à cette séquence. On va vraiment vous remercier tout d'abord, Chris et Giziano. Je vous rappelle, vous êtes un responsable à un projet communication à LER. On le dit aux spectateurs, aux auditeurs, venez sur vraiment, c'est magnifique. Moi, j'ai adoré. En tout cas, il y a vraiment une belle ambiance et puis on apprend plein de choses, même si on comprend pas grand-chose. Mais en tout cas, venez, c'est un joli milieu avec des personnes formidables. Merci aussi à Alison Nivoula, Ziu. C'est bien ça, Rocket League. Allez voir Rocket League, c'est quand même assez impressionnant. Merci de votre venue. On va vous laisser parce qu'on va passer à la troisième séquence. Et la troisième séquence, c'est comment performer en e-sport. On va voir tout ça avec Arthur et encore Sadia.
On va remercier Sadia aussi. Alors, on est un petit peu sur le plateau, on a pas mal de changements. Merci aussi Sadia et bonne continuation et certainement peut-être les Jeux Olympiques à venir. Merci à vous pour l'invitation et j'espère les Jeux Olympiques sur Tekken. Voilà, ça fait la belle transition parce qu'on va mettre comment performer en e-sport. Et Arthur, merci Sadia. On va accueillir quelques joueurs. Hein. Oui, finalement des amis, comme le disait tout à l'heure Chris. On joue avec des gens pendant des années, et puis au final, on les rencontre aujourd'hui sur des émissions comme ça. Alors, on a Joshua H. Oui. Bonjour. Théo Granado. Bonjour. Voilà, Léopold Duchman. Et aussi, voilà, alors, on va accueillir Stéphane Eutine. On va le voir tout à l'heure en visio. On va vous présenter rapidement. Alors, peut-être Arthur, tu veux faire les présentations? Oui, déjà, bonjour. J'ai envie de vous dire les amis, parce que ça fait longtemps qu'on joue ensemble maintenant. Je vais vous présenter un par un. Déjà, Théo Granado, dit Tita. Hein, vous êtes le gérant de Get Out et aussi d'une équipe. Je vous laisse un petit peu en dire un petit peu plus sur le personnage. Ça, en quelques mots, moi, je suis joueur, manager dans l'équipe Get Out eSport. Depuis à peu près 3-4 ans maintenant. Et voilà, gérant de l'escape game Get Out à Saint-Denis en parallèle. Voilà, donc un pionnier de la scène, hein, ça fait déjà plus de 10 ans. Précurseur, on va dire. Oui, même précurseur de la scène. Ouais, ça fait quelques années, moi, la scène en organisateur de tournois à La Réunion depuis 2011 et joueur également. Alors ensuite, on accueille monsieur Duchman, Léo Duchman-Lamant. Vous êtes l'un des capitaines de l'équipe Exhaust, vous êtes joueur surtout, et actuellement 12 fois champion du tournoi qui est proposé par monsieur Alblès qui nous a quitté tout à l'heure du plateau. Je vous laisse présenter un petit peu l'équipe peut-être. Oui, alors moi je suis essentiellement joueur et capitaine de l'équipe Exhaust eSport. C'est une équipe locale qui existe depuis maintenant environ 5 ans. Et de base, on était simplement une équipe de League of Legends. Maintenant, on est sur divers jeux. Mais oui, on est présent sur League of Legends du coup depuis 5 ans. Et ça fait l'année dernière, on était 12 fois champion de King of Ping, tournoi organisé par Gaming Lacour, et également champion de l'eSport Réunion. Oui, c'est ça, vous avez gagné l'année dernière le championnat, la LER, hein, on avait écrit tout à l'heure. Et évidemment, Joshua H, vous êtes l'équipe un petit peu Contenders de cette année. Oui. The Titans eSport, c'est ça? The Titans eSport, oui. Je vous laisse présenter un petit peu l'association. Alors moi, je suis président, joueur en tant que support dans League of Legends. Et on a créé The Titan eSport en novembre. Et de ce que je comprends, on est les rookie Contenders de Exhaust, quoi. On a aussi, là en visio, on est très très honorés aussi, hein, puisqu'on l'avait rencontré, nous Arthur, dans une rencontre justement, un événement LR. Pendant la Ligue réunionnaise, oui. Voilà, exactement. On a Stéphane Eutine en ligne, donc vous êtes directeur LDLC Event et LDLC OL, c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, déjà bonjour, et nous en dire un petit peu plus sur vos missions, vos fonctions. Bonjour. Tout d'abord, merci de m'avoir invité dans cette émission. Effectivement, j'ai déjà eu affaire un petit peu au public réunionnais en venant visiter par le passé. Donc mes fonctions, de manière générale, je suis directeur d'une équipe e-sport professionnelle de la team LDLC Olympique Lyonnais depuis maintenant 13 ans. Dans ces fonctions, j'occupe un peu le poste de dirigeant administratif. C'est pas forcément le poste le plus sexy dans l'e-sport, mais c'est celui qui prend les décisions stratégiques pour le club, à savoir arbitrer les budgets, décider des sections sur lesquelles on va investir, on va se positionner, et puis essayer de diriger le bateau et notamment le modèle économique du club. Ouais. C'est important, effectivement, quand on a des équipes comme ça professionnelles. On voulait savoir, nous, comment s'entraînent en fait les joueurs, comment s'entraînent les équipes en e-sport. Parce qu'on entendait tout à l'heure les jeunes filles parler de 5 heures par jour. Pour vous, c'est beaucoup plus. Il y a tout un staff autour. Comment ça se passe? Alors,
Alors déjà, c'est très différent en fonction de la communauté, c'est-à-dire que ça va dépendre de la discipline. Chaque jeu est différent, chaque mode d'entraînement va être différent parce que le rythme imposé par les compétitions, le rythme imposé par les mises à jour du jeu viennent complètement perturber les plannings. Donc il faut qu'on s'adapte à ces rythmes. Et du coup, on peut avoir des jeux qui nécessitent 2 heures d'entraînement journalier, comme un jeu comme FIFA, par exemple, qui ne demande pas forcément plus, mais un temps un peu plus fort de compétition le week-end. Et puis, des jeux qui nécessitent 5-6 heures par jour d'entraînement. Alors, à la fois, dans l'entraînement, il n'y a pas que du temps de jeu, vous avez aussi du temps d'analyse, vous avez du temps de lecture, d'échange et d'écoute. Ensuite, vous allez avoir du temps de réflexion, de recherche de stratégie, du temps d'entraînement personnel, et notamment pour développer la performance, qu'on avait le skill de manière générale, qui a un entraînement plutôt personnel, et puis des temps un peu équipe, où là, on va mettre en place des stratégies en commun et on va essayer de travailler l'intelligence dans le jeu. D'accord. Arthur, une réaction? Oui, je vais poser une petite question à Léo, parce qu'au final, comme on le disait, 12 fois champion du King of Ping, champion de la LER, ça nécessite quand même un entraînement, ça nécessite quand même quelque chose derrière, c'est pas arrivé par magie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos sessions peut-être de coaching ou quelque chose comme ça? Alors pour nous, sur League of Legends avec Exhaust, on fonctionne en général... L'année passée, on faisait ce qu'on appelle on faisait des parties classées. Généralement, la plupart du temps, comme les emplois du temps des joueurs sont assez variables, et on essaye de se caler sur quelques parties par jour en classé, en jouant seul. Et quand on en avait l'occasion, on essaye de faire des ranked. L'année dernière, on faisait pas vraiment ce qu'on appelait des scrims, c'est-à-dire des matchs amicaux d'entraînement contre d'autres équipes. Mais cette année, on a commencé à en faire un peu. Et les scrims, ça peut durer à peu près environ 2 à 3 heures en général pour un scrim. Et on essaie d'en faire à peu près 2-3 par semaine. Et ce à quoi on fait, on essaie de faire ce qu'on appelle des reviews, c'est-à-dire on va regarder la game ensemble et se concerter pour essayer de trouver les points améliorés. Et des fois, ça peut aider justement d'avoir un coach dans cet aspect-là. Mais nous, on fonctionne sans coach du coup. Ouais, sans coach, c'est quand même une belle expérience, mais peut-être comme ça va devenir un sport olympique. Stéphane nous disait. Théo, on reviendra, on posera des questions évidemment. Stéphane, restez bien avec nous. On a plein de choses à vous demander. Théo, vous jouez un peu moins, mais vous avez beaucoup joué? Oui, voilà, il y a eu plusieurs époques. Disons que quand j'avais l'âge de Léo, je jouais à 8-9 heures par jour. Ah oui. Ce qui était trop, clairement. Mais bon, je regrette pas. C'est une période où je me suis bien amusé. Là, aujourd'hui, j'ai une entreprise, 3 enfants de moins de 4 ans. Automatiquement, les rythmes d'entraînement et de jeu ont pas mal changé ces dernières années. Donc là où avant, j'aimais bien jouer le top 1 ou 2 avec Léo, aujourd'hui, je joue un top 4, 5, 6 qui me convient très bien, qui convient à mon rythme au quotidien, quoi. Joshua, peut-être aussi, Oui. parce qu'on va faire le petit tour d'horizon. 5 heures, 6 heures, 8 heures? Quand j'ai du temps libre, généralement c'est le soir, plus le soir vers 19h jusqu'à 22h. Et quand j'ai un temps libre dans la journée, par exemple si je travaille pas, là je joue. En essayant de m'améliorer. D'accord. Stéphane, une question. C'est vrai que vous avez des équipes, on va dire, professionnelles. C'est-à-dire qu'ils ne font que ça et tout est organisé autour en fait, de la performance. C'est bien ça? Alors oui, bien entendu. Donc là, un club professionnel, on a une vingtaine de joueurs sous contrat au sein de LDLC Olympique Lyonnais, dont certains s'entraînent directement au centre e-sport et sont résidents. C'est un plein temps pour eux, évidemment, puisqu'ils sont sous contrat et l'aspect professionnel est lié au contrat, pas au niveau du joueur. On peut être un joueur de haut niveau ou un joueur professionnel, c'est pas la même chose. Et dans le cas de figure, la journée d'entraînement est complète, mais elle n'est pas que e-sportive, elle n'est pas que devant un écran. Elle peut démarrer par un temps
on a des temps de sport, entre guillemets, qui peuvent être proposés aux joueurs. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas imposer aux joueurs un rythme sportif. Pour autant, on leur met à disposition une salle une salle de sport avec un kiné qui vient leur donner des conseils par rapport aux pathologies possibles de l'e-sport et notamment en personnalisant du coup le parcours de ces pratiquants. Ce qui fait que le matin, on est plutôt sur un phénomène de temps libre et sportif parce qu'il n'y a pas de joueurs en face de nous. Les équipes pro s'entraînent qu'à partir de l'après-midi du fait des tranches horaires qu'on peut avoir avec les différents fuseaux. Donc on s'est tous entendu que les entraînements peuvent commencer à partir de 14-15 heures sur la métropole pour les scrims, voilà, et on a un découpage qui change en fonction d'une journée de compétition, d'une journée d'entraînement. Une journée d'entraînement, on va avoir un temps de scrim de 2-3 heures, et puis ensuite on va avoir un temps de ce qu'on appelle la solo queue, pour prendre que League of Legends, où là on va s'entraîner que personnellement sur ses propres aptitudes dans le jeu. Et puis ensuite, il y a du temps libre le soir, donc on peut avoir des joueurs qui désirent rester jouer, mais ils font pas que jouer. Ils ont un lieu où ils peuvent se détendre. Voilà, il est à leur disposition, ce qui fait qu'ils ont leur propre rythme. On leur impose pas de rythme particulier. Il y a juste des attendus dans la journée avec des encadrants, notamment un coach et un analyste sur League of Legends, qui viennent les aider sur l'entraînement personnel et sur l'entraînement par équipe. Ouais, merci. En tout cas, on voit bien que c'est très très structuré et que justement, là, on a vu tout à l'heure dans la séquence 2 que la réunion souhaite se structurer. Et merci vraiment de vos propos. Arthur, j'avais une question. Il y a aussi, on parle de gains marginaux, mais pas que. On peut parler aussi du sommeil, de l'accompagnement. On entendait les kinés même. C'est vrai que la position, par exemple, elle peut être importante parce qu'on va rester par exemple 5 heures. On est carrément sur justement un lieu de travail et un poste de travail presque. Quand on commence à avoir autant d'heures de travail exactement, comme vous le dites, au final, ce qui est important, je pense, ce serait d'être suivi. Et au final, comme le fait de jouer peut devenir un métier, il y a des métiers qui s'occupent de faire le suivi. Donc c'est important d'avoir des coachs pour le sport, en général, en tout cas pour le sport électronique, ça dépend des jeux en général, mais c'est aussi important d'avoir des coachs de vie, des coachs mentaux, d'avoir des nutritionnistes, d'avoir des kinés, parce que c'est au final tout ce qui va englober le joueur qui va faire que quand il va jouer, il sera au maximum de son potentiel pour justement optimiser et proposer la meilleure performance. Joshua, ça vous parle un peu ou alors en fait vous jouez, c'est pas grave, je joue, j'ai pas besoin d'avoir de coach. Ben, surtout par rapport au coach personnel sur le joueur. Bah, nous on a un coach, Exhaust comme ils ont dit, eux ils n'ont pas de coach. Tita, je sais qu'ils ont un coach aussi. Et ben, ça aide forcément les joueurs et la team à progresser. Théo, est-ce que vous avez jamais été accompagné en faisant 8-9 heures? Est-ce qu'il y a eu des petites répercussions? Vous auriez souhaité maintenant être dans ce versant d'être accompagné? À l'époque, ouais, j'ai dû acheter un tapis avec une petite housse là. Je croyais que c'était pour les bureaux, ça pour ceux qui bossent, mais non. À la fin, j'avais le problème du canal carpien qui est assez récurrent. Au bout d'un an et demi, à ce rythme-là, j'avais super mal au poignet, mais ça venait en fait d'une mauvaise position, même rien que sur la chaise, j'étais mal installé. Donc ma sœur qui était en études de kiné m'a dit bah ouais, mais tu devrais plutôt te mettre comme ci ou faire comme ça. Et ça va mieux. Déjà, je joue moins, mais malgré tout, ça va mieux. Léo, vous êtes dans un team plutôt familial, donc vous pouvez vous asseoir aussi l'un et l'autre, vous donner plus d'avis, parce que je vous ai vu, il me semble, vous jouez aussi même en présentiel ensemble, c'est ça? En présentiel, c'est essentiellement en tournoi, quand il y a des tournois qui se font sur place, mais sinon, en général, on est tous chacun de notre côté. Et oui, ça nous arrive quasiment jamais de jouer en présentiel en réalité hors tournoi. Alors Stéphane, on va revenir justement sur ces gamins marginaux et aussi on a eu tout à l'heure un Nicolas Besan dans la première partie qu'on remercie encore et notamment sur les domaines de recherche. Est-ce que par exemple vous allez vous appuyer justement sur ces chercheurs, ces sport scientists, parce qu'il y en a de plus en plus, ils font leurs recherches, ils font leur doctorat et en même temps ils peuvent vous aider. Est-ce que vous allez les solliciter, par exemple sur le sommeil, ça peut être sur des choses sur l'alimentation, sur des sujets particuliers?
Alors nous, au niveau professionnel, je dirais qu'on n'a pas atteint encore ce degré de besoin. Il faut savoir que les bonnes pratiques sont déjà suffisantes. Savoir qu'il faut bien manger, bien dormir pour être en forme, c'est tout ce qu'on demande à un joueur. Et on voit clairement la différence. On a déjà eu des titres mondiaux grâce à ce qu'on applique. On n'a pas besoin d'aller chercher des spécialistes pour nous dire qu'il faut dormir. Il y a quand même une logique et des bonnes pratiques que l'on peut déjà s'imposer sans avoir besoin d'un scientifique qui va nous dire qu'il faut dormir 7,32 heures par jour pour être dans une situation optimale. Voilà, donc on applique déjà des bonnes pratiques, c'est déjà très important. On forme nos encadrants parce que ce qui est important aussi à bien comprendre dans le milieu de l'e-sport, c'est que généralement, on a beaucoup de spécialistes qui viennent de l'extérieur qui veulent intégrer le monde de l'e-sport. C'est très complexe parce que les joueurs et les communautés sont pas réceptives à ce qui vient de l'extérieur. C'est un milieu qui a toujours, par essence, été communautaire. Et donc, la légitimité s'acquiert par la connaissance et la maîtrise du contenu. Si on n'est pas quelqu'un qui maîtrise le jeu, si on n'est pas un sachant, on ne sera pas forcément écouté. Donc, c'est un peu les limites de la préparation mentale. Par exemple, il y a peu d'équipes qui utilisent un préparateur mental de l'extérieur. En tout cas, il y en a qui ont essayé et qui ont arrêté. Tout simplement parce que la légitimité du préparateur mental, elle est très importante pour qu'il y ait une écoute du joueur derrière. Le joueur doit écouter et appliquer en fait ce qu'on lui dit. Si le préparateur mental n'est pas légitime parce qu'il n'est pas reconnu par le joueur, ça fonctionne pas. Donc on fonctionne comme pas mal d'équipes plutôt à former nos coachs à la préparation mentale, à des outils de préparation mentale. Donc ce qui est important dans notre vision nous de club, c'est qu'au lieu d'aller renforcer le nombre d'intervenants auprès des joueurs, on va plutôt former les intervenants actuels des joueurs pour limiter justement ces différents avis qui peuvent à un moment donné complexifier complètement la réflexion du joueur sur son propre entraînement personnel. Le fait d'avoir un coach qui est vraiment le point d'entrée et le manager qui va s'occuper de l'extérieur du jeu, pour nous, c'est déjà beaucoup en termes d'encadrement. Si on a d'autres personnes qui intègrent le cercle et qui apportent des avis différents, ça va plutôt, je dirais, complexifier la réflexion du joueur plutôt que de lui simplifier l'accès à la performance. C'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est le débat aussi qu'on a actuellement dans le sport en général et le sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur la multiplicité des interventions et des intervenants et de former sur les hard skills et les soft skills, grosso modo, c'est-à-dire effectivement l'important c'est quand même aussi le jeu en lui-même, la pratique du jeu, beaucoup jouer en fait. On voit bien, c'est des routines, des choses qui doivent être mises en place et autour de ça, on a les gains. Après, c'est vrai qu'on peut identifier peut-être des difficultés à un moment donné dans la carrière de l'athlète. Arthur, vous faites de la préparation mentale, vous avez aussi ce genre d'identification par rapport au jeu? Je dirais qu'en général, ça dépend de l'engagement des joueurs et de ce qu'ils désirent. C'est-à-dire que s'ils ont pour rêve d'être professionnels ou s'ils jouent juste pour le loisir, il y en a qui jouent pour se prouver à eux-mêmes qu'ils ont quelque chose, il y en a qui le font pour le spectacle, il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup de joueurs différents. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde a besoin de son petit truc pour se faire plaisir. Donc oui, forcément, ça va dépendre de chacun. Mais ce qui est important, c'est l'engagement sur le long terme. Moi, je vais revenir. Est-ce que vous identifiez des domaines dans lesquels, j'ai parlé à Léopold, puisque vous êtes un des meilleurs joueurs sur l'île, puisque la meilleure équipe actuellement. Le meilleur joueur sur l'île. Actuellement, le joueur le mieux placé, ouais. Merci. Est-ce que vous identifiez des secteurs justement sur lesquels vous pouvez progresser, ou alors c'est juste une question qu'on va dire de ping, parce que j'ai appris, vous voyez, j'ai bien, c'est-à-dire à La Réunion, on est un peu limité aussi sur justement la transmission, j'ai comme l'impression. Est-ce que aussi à la Réunion, on peut aller vers vraiment le côté olympique comme le souhaitait tout à l'heure Chris ou Alban? Alors je pense que à La Réunion, du coup, on avait la problématique du ping parce que à cause des serveurs. On peut dire ce que c'est que le ping parce que peut-être que rapidement. Le ping, c'est le temps de latence, le temps de réponse entre les informations entre le joueur et le serveur. Et comme les serveurs ils sont vraiment loin en général depuis La Réunion, on jouait en Europe avant. Il y avait un temps de réponse qui était très très élevé et donc ça posait vraiment beaucoup de problèmes, je pense, pour tous les joueurs, même pour les meilleurs joueurs.
Mais maintenant, on a moins ce problème parce que depuis cette année, on joue sur des serveurs en Asie, donc on a moins de ping, à peu près 2 fois moins de ping. C'est combien de millisecondes? Avant, on jouait avec environ 200 millisecondes. Ouais. Cumulé avec le temps de réaction du de chaque cerveau, personne, je crois que c'est 230. Hein. Ouais, c'est assez long. Donc, on est proche. Ouais, donc maintenant, en Asie, on joue avec à peu près 80 à 90 millisecondes, ce qui est déjà considérable comme avancée. Et je pense que ça pose encore un peu problème dans le jeu, mais beaucoup moins qu'avant. Et maintenant, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de joueurs à La Réunion, surtout sur League of Legends, qui ont beaucoup progressé en termes de rang par rapport à lorsqu'ils jouaient en Europe. Et c'est vraiment un grand indicateur. Je pense que le ping était un facteur vraiment problématique pour la progression dans le jeu. Mais je pense qu'on a beaucoup de points autres, sinon qu'on peut vraiment améliorer en dehors de ça. Notamment, nous, malgré qu'on ait la meilleure équipe, je pense qu'on a des manières de jouer qui ne sont pas encore optimales et on n'a pas une appréhension du jeu qui est optimale non plus. On en est même très loin, je pense, malgré qu'on ait la meilleure équipe de La Réunion, je pense, actuellement, plus ou moins, du moins dans le haut du panier. Et il y a vraiment beaucoup de marge de progression encore. Oui, c'est ça, il faut vraiment travailler sur les hard skills, comme on dit, vraiment dans le jeu. Joshua, vous avez identifié les points forts, les points faibles, comme on dit quand on est coach? Oui, on a identifié, on essaye de progresser sur ça justement. Justement, ce week-end, il y a un tournoi, on espère gagner premier ce week-end et en espérant s'améliorer sur ça, quoi. Ouais, on va pas dévoiler votre stratégie. Hein. Oui, c'est ça. Les points forts, les points faibles. Il y a aussi ce contexte d'équipe. On va revenir avec Stéphane. Mais Théo, l'équipe aussi, parce que vous avez aussi constitué au départ des équipes. C'est pas facile non plus de constituer une équipe parce qu'il faut vraiment que les joueurs s'entendent aussi. Est-ce qu'ils doivent être copains en dehors? Est-ce que vraiment il y a des procédures avant, des choses à dire avant? Parce qu'on peut vite tomber dans une sorte de rivalité mimétique. Hein. Ouais, en fait, il y a un vrai lien entre les deux, c'est-à-dire entre équipe qui performe et équipe de potes. Là, sur les un peu plus de 10 ans d'expérience sur la scène réunionnaise, quasiment systématiquement, les équipes qui ont gagné les tournois sont en grande partie des équipes de potes. Ça va être le cas de Exo, c'était le cas d'XNG, GNX à l'époque, au milieu des années 2010. Et aujourd'hui, en fait, les équipes, pour aller loin, sont obligés de rester ensemble, pour moi, au moins pendant 1 an. Et c'est ça qui a été un petit peu difficile pendant quelques années. Il y avait beaucoup d'équipes qui n'arrivaient pas à émerger parce qu'au bout de 3-4 mois, ils perdaient. Donc ils se disaient, c'est sans doute parce que l'équipe ne fonctionne pas. Et en fait, moi, en ce moment, surtout là depuis quelques mois, j'essaye de faire comprendre aux joueurs de certaines des équipes, dont la mienne, que c'est pas parce qu'aujourd'hui, on ne va pas battre Exhaust, on ne va pas battre TTE, qu'il ne faut pas continuer. Les équipes d'avant dans lesquelles j'ai été, qui ont pu gagner les tournois à La Réunion, c'est des équipes qui ont gagné des tournois. Elles étaient ensemble depuis plus d'1 an avant la première victoire. Donc voilà, le truc pour gagner, c'est déjà de bien s'entendre, mais de rester ensemble longtemps en fait surtout. On va poser la question à Stéphane parce que on n'a pas parlé beaucoup dans l'émission. En fait, c'est un sport collectif aussi finalement l'e-sport. Et votre avis là-dessus, l'entente de l'équipe, c'est primordial. Alors, selon la discipline, oui, puisqu'on a évidemment des disciplines individuelles, mais sur les disciplines de groupe, je vais répondre par une affirmation toute bête, hein, c'est pas les 5 meilleurs joueurs du monde qui font la meilleure équipe. Voilà, il y a une alchimie à créer entre les joueurs, d'autant plus qu'au niveau professionnel, la sélection est jusqu'à la fin de la saison, c'est 11 mois. Donc nous, on peut pas attendre 1 an pour qu'ils se mettent à devenir copains. Il faut absolument que dans la phase de sélection, il y ait déjà cette réflexion qui soit au cœur de l'équipe sur la compatibilité des joueurs entre eux. Voilà, donc c'est un sujet primordial pour une équipe. Oui, on parlait de League of Legends, et évidemment, hein, parce que c'est vrai que c'est un jeu à 5. Juste une petite question par rapport à ça. Vous faites de la détection, parce qu'on parle de talent, et c'est vrai qu'il y a ce mot, il est beaucoup dit. Est-ce que vous allez chercher justement les talents? Mais c'est délicat parce qu'il faut qu'ils se retrouvent aussi dans un corps d'équipe avec une spécialité particulière. Si j'ai bien compris dans League of Legends. Alors,
Ça va être comme dans le sport, hein, je veux faire le parallèle avec le foot. Vous avez des attaquants, des défenseurs, vous avez des positions sur les terrains et des joueurs qui sont plus à l'aise sur certaines positions et qui s'expriment beaucoup mieux. Donc il faut les laisser s'exprimer et quand ils sont dans je dirais dans leur zone de confort, on les voit un peu s'exprimer de manière naturelle et c'est là où on reconnaît ce talent. On constate qu'effectivement, il y a une possibilité pour eux d'évoluer. Donc important pour nous, c'est quand on scoute un joueur, parce que on scoute, comme dans le sport, on va essayer d'abord d'identifier son niveau. Ça, c'est le premier besoin, c'est son skill. C'est quel est le niveau mécanique. Alors, si je prends en League of Legends, c'est quel est le niveau de mécanique qu'il va avoir et de maîtrise de champion, combien de champions il maîtrise. Et puis ensuite, là où il va être intéressant, pour nous, il va être intéressant à partir du moment où on sent qu'il a une vraie lecture de jeu. C'est quelqu'un qui anticipe les choses, c'est quelqu'un qui se positionne bien, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui joue avec les autres et qui sait utiliser les forces de ses alliés et les faiblesses de ses adversaires. Donc tout ça, ça nous donne une petite sauce. Et là-dessus, nos scouts sont en capacité de détecter aussi s'ils sont capables d'évoluer. C'est-à-dire qu'en fonction de l'intelligence qu'ils ont dans le jeu, on se rend compte qu'ils sont capables d'aller plus loin dans leur réflexion, parce que le jeu a plusieurs couches de complexité, et qu'à chaque niveau qu'on franchit dans la compétition, à chaque niveau, on rencontre un niveau de complexité supérieur qu'il faut appréhender. C'est pour ça que le temps d'entraînement est très long, plus le fait qu'on a des mises à jour qui peuvent arriver régulièrement, qui viennent perturber l'équilibre du jeu, et donc il faut désapprendre ce qu'on a appris pendant 3 semaines pour des fois se mettre à jour et changer un petit peu, s'adapter en fait aux mises à jour qu'il y a eu. Donc il y a ce besoin aussi d'avoir un joueur qui est qui est capable de se remettre en question très vite et qui s'adapte très vite. Ça fait partie des caractéristiques primordiales pour le joueur. Ouais, c'est vrai que l'adaptation, c'est la survie aussi, hein. Donc Arthur, justement, on parle d'entraînement et aussi il y a la compétition. Parfois, il peut y avoir aussi une gestion du stress, hein. En tant que préparateur mental, le stress peut arriver aussi. Oui, bah, c'est évident. Dès qu'il commence à y avoir un petit peu de rivalité et qu'on se confronte à un adversaire qui est potentiellement, on ne sait jamais, peut-être plus fort que soi, c'est normal de prendre un petit peu la pression. Après, c'est comment le joueur va voir le jeu en général, comment il va voir son adversaire, ses alliés, etc. Et de toute façon, c'est jouer sur ses forces. Je crois que vous travaillez sur le côté aversif ou attractif, c'est-à-dire sur les neurotransmetteurs, un peu, c'est-à-dire on peut produire du cortisol. Oui, en général, c'est les actions qu'on fait, elles sont déjà définies en général à l'avance dans le cerveau. Et c'est en général, c'est de la perception. C'est comment on perçoit le jeu dans son ensemble, c'est prendre du recul sur les situations. C'est beaucoup de paramètres en général. Ouais, c'est assez complexe parce que je crois que le côté de l'accompagnement préparation mentale, il prend du temps et ça peut être aussi une discussion pendant 1 heure, 1h30. Oui, des fois, évidemment que ça va dépendre des gens, ça va dépendre de leur faculté à parler de leurs problèmes, mais ça peut prendre entre 1 heure, 2 heures, voire des fois plusieurs semaines sans arrêt en discuter. Après, en général, les gens s'ouvrent d'eux-mêmes et ils finissent par dire tous leurs problèmes sans qu'on ait vraiment à leur poser 30 000 questions. Stéphane, juste une question. Comment, en quelques mots, devenir un joueur de haut niveau? Quelle qualité il faut en e-sport? C'est dur, hein, comme question. C'est dur parce qu'en fait, il y a cette notion de talent, on ne pourra pas en sortir. C'est-à-dire que si on n'a pas une capacité et un talent inné à progresser dans le jeu, ce sera difficile. C'est-à-dire qu'on aura beau y passer des heures, si on n'est pas en capacité d'intégrer les notions qu'il faut intégrer, ça ne marchera pas. Donc on est un peu comme dans le monde du sport, il y a une barrière qui existe, qui fait qu'il y a des joueurs qui la franchissent et d'autres pas. Il y a cette notion de lecture de jeu, comment certains joueurs savent que les autres sont à tel endroit sur la partie, comment ils arrivent à anticiper la stratégie de l'adversaire pendant qu'ils sont en train de gérer leur propre temps de jeu, comment ils arrivent à vraiment positionner les timings et à gérer tout ça. Il y a du talent sur lequel on ne peut pas le nier, hein. Tout le monde ne peut pas devenir joueur pro, comme tout le monde ne peut pas devenir un footballeur professionnel de haut niveau et de renommée internationale. Il faut du temps.
et il faut de la persévérance, mais il y a du sacrifice. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important que les joueurs n'anticipent pas forcément. C'est que no pain, no gain, c'est-à-dire qu'à tout moment, si on veut devenir le meilleur, il va falloir sacrifier des choses dans sa vie personnelle. C'est du temps qu'il va falloir consacrer à l'activité. Alors, on parlait tout à l'heure de temps d'addiction ou autre. Quand on travaille 8 heures par jour, on n'est pas addict à son travail. Donc là, dans ce cas de figure, ils sont vraiment en train de travailler, mais le temps qu'ils passent sur cet entraînement, c'est du temps qu'ils enlèvent peut-être à autre chose. C'est un sacrifice pour certains, qui peut être personnel, qui peut être du coup mal vécu. Donc c'est important aussi d'avoir un accompagnement et notamment l'accompagnement familial et l'encadrement, je dirais, des amis est très important aussi pour le développement personnel de nos joueurs. S'ils se sentent pas bien dans leur peau, ça se verra dans le jeu. Donc il est important pour les clubs de bien les accueillir, de bien les gérer. C'est un petit peu le rôle du manager chez nous, qui est un peu la seconde maman des joueurs, qui va un petit peu identifier les problématiques psychologiques des joueurs et les détecter en amont. Certains sont très forts, donc sont très résilients en fait à ce nouveau mode de vie, parce que dès qu'ils basculent en mode professionnel, il y a, on vit en communauté, on est séparé de sa famille, voilà, on sort de sa zone de confort. Donc il y en a qui sont très résilients, puis d'autres beaucoup moins. Donc il y a un accompagnement psychologique qui peut être fait, ça nous arrive sur certains joueurs, et le manager, il est là pour anticiper ses besoins, pour s'assurer que nos joueurs se retrouvent facilement, enfin très vite encadrés s'il y a moins de soucis. Et c'est vrai qu'on va aller chercher des joueurs plus aisément résilients à ce type de problématiques, notamment cette gestion de stress qui en découle, hein, après, parce que si on n'est pas à l'aise dans sa peau, gérer le stress, c'est pas évident, et jouer derrière son ordinateur tout seul à la maison et jouer sur une scène devant 2000 personnes, c'est pas du tout la même gestion de stress, c'est pas du tout les mêmes, la complexité est différente. En tout à fait, merci en tout cas. Moi, je voudrais des petits mots de la fin avec les joueurs ici. Vos souhaits pour l'e-sport à La Réunion, c'est quoi, en quelques mots? Déjà, on remercie vraiment les personnes qui participent au développement de l'e-sport. Là, on a 2 représentants parmi les principaux, hein, avec Chris de la LER et puis Alban de Gaming La Cour, qui nous proposent depuis 2 ans des expériences qui sont vraiment de plus en plus qualitatives. Donc voilà, moi, mon mot de la fin, c'est merci à ceux qui continuent à nous faire vivre de cette passion-là. Ouais. Léo? Moi, c'est tout pareil. Et si je peux souhaiter quelque chose, c'est que oui, on continue dans cette lancée, on continue d'encadrer les joueurs, de leur proposer des tournois, par exemple, d'avoir une scène amateur qui continue d'être de plus en plus encadrée. Et évidemment, je pense que ça permettra d'avoir une scène beaucoup plus vivante à l'avenir et un meilleur niveau aussi dans les compétitions. Vraiment qui sont déjà déjà bien relevés. Ouais. Merci. Joshua? Moi, c'est juste pour ajouter à dire aux personnes de ne pas hésiter à participer, de vraiment venir jouer, essayer au moins, même en amateur ou juste pour voir comment ça se passe, pour qu'il y ait un peu plus de teams sur la Réunion, sur tout type de jeu, que ce soit Valorant, Rocket League, League of Legends, et vraiment pas hésiter à venir jouer, quoi. Arthur? Oui, évidemment, un petit mot pour la fin. Pour tous les joueurs qui veulent se lancer, foncez, parce que de toute façon, vous ne saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. N'hésitez pas à vous munir de vos amis, de monter des équipes, etc., et d'aller essayer d'affronter le top 1. Évidemment, comme le disait Théo, ça ne sera pas en une semaine, mais vous allez acquérir de l'expérience, des choses que on ne pourrait même pas expliquer tellement il y en a à faire et à voir. Et peu importe le jeu, faites-vous plaisir surtout. Grand merci Stéphane, Tine, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite une bonne continuation avec vos équipes, avec LDLC. Vraiment fantastique, hein, et grand merci pour vos propos et vos conseils très avisés. On vous souhaite une très très belle saison, en tout cas 2023, et peut-être on vous verra certainement à La Réunion, en tout cas l'espère. Merci aussi aux joueurs ici présents, à Théo, Léopold, Joshua, et grand merci aussi à Arthur de m'avoir accompagné tout au long de cette grande émission, cette 2e émission Sport Live, sur laquelle vous voyez, on a encore des sujets, on n'a pas vraiment tout évoqué. Merci à Chris, à Alban, aux jeunes filles, Sadia, et puis on avait
comment? Alison. Alison, exactement. Et puis, merci aussi beaucoup à l'Université numérique de La Réunion de nous permettre d'avoir ces moyens de vous passer de magnifiques émissions. Nawar Productions et puis le service de la Daman. On vous dit à bientôt pour une émission numéro 3. Ça sera la surprise. N'oubliez pas, rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux pour commenter. Vous pourrez aussi voir le replay. À très bientôt. Jouez quand même avec modération, mais vraiment faites-vous plaisir. À bientôt.